Bonjour tout le monde! On est en studio, dans notre salon. Dans le salon, le studio Vivace. Ici Marie-Claude et... Vincent! Ça fait longtemps là, que j'ai pas été au podcast. C'est vrai, hein? Puis les gens qui nous écoutent, si vous êtes en train d'écouter cet épisode-ci, qui est un épisode final d'une série, j'ai l'intuition que vous nous connaissez puis vous avez entendu d'autres épisodes. Probablement. Ouais. Mais on peut quand même spécifier que le studio est chez nous, qui est mon mari, le partenaire de Vivace, mon meilleur ami, comme je le dis souvent. Et dans mon top 3. On a célébré 4 ans de mariage Déjà. la semaine dernière. Wow. Yay! Donc, on est aujourd'hui. C'est moi qui ai toutes les notes devant moi. Vince a absolument rien. Parce que lui, son mode de fonctionnement dans la vie, c'est j'improvise. Ouais. Et le mien, c'est je planifie. J'analyse. On est ici pour clore la série de podcasts Vite Clan. C'est vraiment difficile pour moi de clore des choses. Parce que mon esprit voit toujours un univers de possibilités complètement infini et je suis excessivement curieuse. Fait que c'est très étrange même de dire il y a une fin à cette chose. Et ça me semblait un peu arbitraire de dire comme OK, c'est cette semaine que ça se passe. Mais à regarder le calendrier, il y a quelque chose qui fait du sens parce que ça fait 1 an qu'on parle du thème plus en profondeur de la dimension humaine dans notre modèle d'action. Ça a commencé plus officiellement en août 2023 quand on en parlait dans les ralliements du clan Vivace, dont l'intention était de partager un peu en primeur nos recherches au fur et à mesure. Fait qu'on avait lu un livre de David Sanson qui avait changé notre vie, puis on en discutait en direct. Et ça nous a amené des quelques mois plus tard à dire « OK, c'est tellement important, on va faire une série entière juste là-dessus, puis on continue d'approfondir le sujet. » Fait que ça fait du sens. On a traversé 4 saisons. Ça fait 1 an. On a... ouais, c'est ça. Puis c'est ça, c'est pas la fin de ce sujet-là. Non, c'est ça. Parce qu'on va vraiment en parler encore pour le restant de nos jours, mais c'est la fin d'une grosse période d'analyse, je pense, Oui. par rapport à ça. Puis on rentre peut-être plus dans une phase d'intégration. Ouais. Fait que les prémices de cette série-là, c'était que on a découvert, les 2 grands introvertis qu'on était, que la connexion humaine, les relations sociales, c'est un besoin vital pour l'humain, que le sentiment d'isolement amène plein de problématiques de santé très graves et qu'au contraire, être bien entouré, être dans l'amour, avoir des amis, des amitiés sincères et profondes, ça enrichit notre vie aussi, puis notre santé de plein de façons. Puis on pensait qu'on était introvertis. Mais non. Mais non! Ça, je pense qu'on en parle dans l'épisode 1, en fait. Notre réalisation aussi, c'est que nous, on est dans le domaine du mouvement. On est dans l'industrie plus globale des saines habitudes de vie ou du bien-être, et on est le pilier mouvement. Et on se disait, tu sais, la dimension humaine, c'est cute, puis c'était comme là, mais tu sais, on voyait pas l'impact aussi direct sur nos mouvements que notre habitat, le design de nos salons, comme on a longuement parlé. Pendant longtemps, c'était même pas un pilier dans notre modèle conceptuel. Quand il est apparu, on a fait comment il y a ça aussi. Mais en tout cas, faire avec les maisons puis les habitudes. Ouais, c'est ça. Puis là, ça c'est venu dans notre vie parce que on a éprouvé de manière personnelle un grand sentiment d'isolement parental. Encore une fois, on en parle dans le premier épisode. Puis aussi, on avait le feedback des autres parents puis des autres familles qui disaient comme hey, c'est comme tough mettre en place des solutions pour bouger davantage ou bouger différemment parce que je suis saturée, je suis overwhelmed, ça va pas bien, parce que je suis tout seule à la maison, comment je fais pour porter 2 enfants en même temps? Puis là c'est venu dans notre face qu'il y a beaucoup d'objets qui remplacent d'autres humains, puis que tu peux pas juste faire apparaître des humains, en fait. T'sais. Fait que si t'enlèves des objets, tout repose des fois sur une personne ou un couple, puis c'est pas plus humain ou réaliste. Fait que les gens qui nous disaient « je suis overwhelmed, c'est trop pour moi », notre constat, c'était effectivement. L'attente, c'est pas qu'on soit capable de réaliser, de porter la charge de la parentalité puis de soigner les enfants juste à 2. Mais là, c'était la grande question de mais comment se recréer des structures sociales, un cercle dans la société
actuelle qui est individualiste, en fait, qui nous a divisés. Puis là, j'ai écrit sur ma feuille. Fait qu'on s'est lancé dans une quête de solutions pour recréer des liens humains puis se sentir moins seul. Et c'est fucking difficile. C'est ça que j'ai écrit. C'est écrit. C'est vraiment, vraiment difficile. Puis je suis heureuse qu'on ait comme 1 an à discuter parce que c'est vraiment plus difficile que de dire comme « Hey, j'ai peinturé un mur en craie sur mon mur, puis mon enfant bouge différemment et s'amuse et c'est fin, puis ça l'a coûté 50 $. » Comme, les objets, c'est plus facile à gérer. Je trouve. Vraiment. Ben oui. On a le contrôle, les objets n'ont pas d'émotion, quoi qu'ils ont des esprits. Ça. En tout cas, un autre sujet de discussion. L'esprit des objets, on va faire. Fait que notre quête, c'était d'un côté de mieux définir la problématique, de dire, OK, c'est quoi cette chose-là de l'isolement parental? C'est quoi nos besoins fondamentaux aussi, comme humains? Et de l'autre côté, à la Vivace, c'est de penser à des solutions, puis même d'en tester, puis de pitcher un peu dans le vide de ces affaires. Fait que d'un côté, ça impliquait le podcast, où on a eu des gens exceptionnels pour parler de plein d'aspects, mais aussi dans notre vie personnelle, on continuait d'écouter le podcast et des livres, avoir des discussions ensemble, puis on a mis en place plein d'actions de manière très délibérée pour essayer de se faire des amis. C'est vrai, c'est le même qu'on disait, comment se faire des amis. Et ce qui est fascinant au bout de tout ça, c'est qu'il y a quand même eu un changement important dans notre vie qui s'est mis en place, mais pas juste parce qu'on a été proactif, parce que la vie nous a fait vivre des choses qu'on pouvait absolument pas prévoir. Et des choses vraiment, vraiment difficiles, mais qui ont apporté aussi beaucoup de beauté puis des nouvelles possibilités. Puis, dans le creux je sais pas comment je l'appelle, j'appelle souvent le pit of despair, là, dans le creux, le bas fond, l'abysse, le bas fond du désespoir. Il y a une nouvelle vision qui a émergé. Fait que l'épisode d'aujourd'hui, ça va être de partager, c'est ça, les 4 dernières saisons, puis qu'est-ce qui s'est passé en fait entre on se sent seul et il y a quoi d'autre? Il y a un nouveau chapitre qui s'en a. Puis vers où on va, maintenant. Ouais. Voilà. C'est parti. Fait qu'on s'est embarqué dans la nouvelle aventure de se faire des amis. C'est drôle comme ça. C'est la réalisation majeure de la discussion avec David Sanson, en fait, via son livre, en fait, on en parlait aussi dans Allemand. Il met de l'avant l'importance de vivre en clan, que c'est la plus petite unité sociale humaine, c'est pas la famille nucléaire, c'est un clan de 20 à 30 personnes, mais un premier pas à faire pour bien s'entourer, c'est de commencer à se créer un petit cercle d'amis qu'on aime à la vie, à la mort. Jusque-là, puis c'est ça qui est touchant. Le thème de l'amitié est revenu même avec notre discussion avec Karine, côté Andretti, un épisode qui a touché vraiment, vraiment beaucoup de monde. On en a beaucoup entendu parler parce que l'amitié, c'est un type de relation qui est vraiment mis de côté. Ouais. C'est vu comme pas prioritaire, mettons, dans tout le type de relation. Alors que c'est un type de relation comme fondamental aussi qui peut nous apporter plein de bienfaits. Fait que si toute notre, je sais pas comment dire, Esther Perel, elle disait souvent, si tout repose sur notre conjoint, tu sais, notre conjoint ou conjointe doit assumer tous les rôles qu'une tribu assumait avant, c'est pas viable. Mais j'ai réalisé que même si on amène ça sur nos parents ou nos frères, c'est pas plus viable, en fait. Tu sais, il faut encore plus de gens avec qui partager des tâches ou la charge émotionnelle du quotidien. Fait que là, on s'est dit, bon, on a carrément fait un rendement sur comment se faire des amis. Puis là, nous, on a mis des actions dans notre vie personnelle pour, d'un côté, rencontrer des gens dans notre village. Parce qu'on est arrivé à Waterville, on quittait Montréal parce qu'il n'y avait plus vraiment de gens d'amis proches à Montréal. Mes sœurs avaient quitté la ville. Nos parents ne tripaient pas tant sur la ville. Puis on arrive à Waterville, il y a un potentiel humain. Mais à la base, on connaissait une personne. Fait qu'on s'est dit, il faut rencontrer des gens. Mais il y a quelques personnes au bout d'un an avec qui ça cliquait, puis on s'est dit, on va approfondir les relations. Puis c'est là que ça vient vraiment
challengeant. Pour beaucoup de raisons. Ouais, fallait ça. Moi, un truc que je retiens, puis ce qui se confirme aussi, je sais qu'on en parle dans certains épisodes, puis juste nommer, en fait, que je sais qu'il y a des personnes qui binge-watch nos épisodes. Fait que ça se peut que l'épisode 2 ou 1, vous l'ayez écouté genre hier. Vous avez tous écouté les épisodes et vous êtes probablement plus au courant que moi de toutes les choses qui ont été dites L'épisode de Vlobby. dans le passé. Ouais. Dites-vous que les épisodes ont été, c'est ça, filmés depuis, je pense, janvier 2024. Même lui d'Elisabeth avait été filmé avant. Notre mémoire à nous-mêmes est défaillante, puis on se rappelle pas de l'entièreté de toutes les choses qui ont été dites. Fait que ça se peut qu'on radote complètement. Mais on va radoter des choses le fun. Fait que tant mieux, tu sais. Mais moi, ce que je retiens, c'est quand on dit que c'est vraiment difficile de se faire des amis, c'est que ça nous, d'entrer en relation, ça nous met face à nos propres peurs, puis à nos propres patterns relationnels. Puis ça nous expose aussi à ceux de l'autre. Des fois, des gens qu'on vient de rencontrer qu'on ne connaît pas vraiment non plus, encore une fois, parce que la vie moderne fait que nos relations sont vraiment volatiles. Fait qu'on rencontre des gens dans notre vingtaine, notre trentaine, ça clique full, mais on ne connaît pas le passé et toute l'histoire de cette personne-là, alors qu'avant, on grandissait avec les gens, puis on connaissait chaque fraction de leur vie, en fait. Ouais. L'espèce de clan dans lequel on évoluait, les 20-30 personnes, on les connaissait depuis notre naissance, d'une certaine façon, ou leur naissance à eux. Fait que là, c'est comme dans le dating, faut comme, des fois, on est comme, wow, j'aime full cette personne-là, mais il y a un sentiment de vulnérabilité à aller vers l'autre pour lui dire, j'aimerais ça être ton ami. Ça nous fait réaliser, est-ce qu'on est le genre de personne qui invite, qui attend d'être invité? Est-ce qu'on est capable de recevoir quand on se sent pas à notre meilleur? À la maison de croche. Est-ce que quel genre d'activité j'aime faire? À quelle fréquence je veux voir les gens? Il y a énormément de variables. Puis, ouais, c'est ça. Mais l'aspect humain, de dire on a des blessures relationnelles qui s'expliquent de plein de façons, soit par des expériences personnelles ou par la façon que notre société est structurée. Puis on n'a pas non plus les outils de communication pour adresser ça. Puis je trouve qu'en amitié, contrairement à la famille, c'est un chantier aussi de chicanes potentielles mais en même temps, on est avec notre famille. Le lien de sang est quand même vraiment fascinant. Parce que notre cerveau sait qu'on est relié à ces gens-là pour toujours. Oui, puis c'est des gens qu'on connaît depuis notre naissance ou la leur. C'est ce qui se rapproche de plus des relations dans lesquelles on a évolué pendant des millions d'années. T'sais. Alors qu'en amitié, je réalise que c'est vraiment facile de comme mettre de côté une relation qui nous rend même des fois légèrement inconfortable, puis c'est comme un peu comme dans le dating, le next one, ça va être encore plus simple, puis fait que, le prochain n'aura pas de bobo. J'arrive pas de bobo, ça va pas me trigger. Fait que c'était vraiment un exercice d'empathie envers l'autre puis envers soi-même, d'essayer de mieux se comprendre. Mais en tout cas, de manière très concrète, on s'est dit, OK, faut nourrir l'amitié, il faut créer des contextes de rencontre. Fait qu'une des choses qui avait été mise en place, c'était des soupers avec nos amis du soir. Avec différentes familles aussi. Puis on a été capable de maintenir ça pendant un certain temps. Puis ça l'a apporté plein de bienfaits parce qu'il y a des relations qui se sont comme maintenues, même si l'activité s'est pas maintenue. Mais ça mettait encore en lumière la complexité de s'engager pour quelque chose qui perdure dans le temps. Parce que l'autre problématique, c'est que nos vies, nos cercles sociaux sont fragmentés puis nos vies sont désynchronisées. Fait on en a déjà parlé, mais la promesse de l'individualisme, c'est que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, tu peux tout avoir, tu peux créer une vie à ta façon. Fait qu'on a tous chacun créé nos petits univers. Mais nos petits univers, ils sont pas au même rythme et puis ils overlappent pas nécessairement. Fait que, mettons, pendant l'hiver, OK, on fait des soupers, tout le monde est un peu en mode cocooning, puis le printemps arrive, puis là, tout le monde sort, les nouvelles activités s'ajoutent, les gens partent en vacances, les gens, on a des chamboulements imprévus, puis là, t'en manques quelques-uns, puis la procédure de reprendre. Là, tu dis, finalement, peut-être que j'ai besoin d'autres choses. Au-delà d'organiser des activités, si nos vies restent désynchronisées, ça va tout le temps être difficile. Fait qu'il y a un aspect comme il faut resynchroniser nos vies avec d'autres humains.
Ouais. Qui est challengeant, mais qui est nécessaire, tu sais. Ouais. Sinon, ça va toujours être une patch, en fait. Ça va pas vraiment adresser la chose à sa source. Oui, c'est vrai, il y a deux choses. Il y a le fait que ça demande énormément d'énergie mettre en place des solutions durables dans un horaire. Ça demande un effort, ça demande un mini peu de planification. Puis c'est vrai que c'est difficile quand, comme parent, on n'a pas beaucoup d'énergie. C'est ça, on n'a pas beaucoup d'énergie, on se sent seul. Puis il faut dépenser encore plus d'énergie pour de ressources pour essayer de recréer autre chose. Puis ça prend... C'est ça nous prend notre attention pour maintenir cette chose-là. Puis en même temps, c'est normal que les choses comme... En les faisant, on découvre qu'est-ce qui est pour nous ou pas pour nous. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ces soupers-là. À ce moment-là, c'est ça que j'avais besoin parce que comme je trouvais ça insupportable les soirées, le soir tout seul avec mon enfant. J'avais envie, moi, d'être avec d'autres adultes et que mon enfant joue avec d'autres enfants. Il y a quelque chose de pas naturel de finir sa journée isolée. Ouais. Autant pour Marc-Claude que pour nous. Ouais. Chose qu'on était capable de faire avant, tu sais, avant d'avoir un enfant. Mais une fois que tu as un enfant, il n'y a pas de bouton pause. Tu sais. Fait là, c'est là que tu te rends compte que tu as besoin d'autres soins avec toi. Puis les soirées étaient vraiment difficiles. Ouais. Fait que ça m'a vraiment fait du bien. Puis, encore une fois, les soupers n'ont pas été maintenus, mais les amitiés, il y en a qui ont continué. Mais l'autre chose, c'est qu'au fil du temps aussi, je réalisais que la vraie patente que j'avais besoin, c'est de vivre avec d'autres personnes aussi durant la journée. Fait que les soupers pendant un certain temps m'ont apaisé, puis m'enthousiasmaient, puis c'était aussi la promesse de dire comme si on fait des soupers ensemble, éventuellement, ça va se développer. On va peut-être, vu qu'on se voit à chaque semaine, on va peut-être aussi plus facilement planifier des trucs comme hey, on cuisine-tu après? Est-ce qu'on fait telle activité en fin de semaine? Ça s'est plus ou moins passé, mais c'est correct. Mais le constat qui me revenait encore une fois, c'était les soupers, ça fait du bien, mais ça compte pas le besoin criant, la voix qui me crie, qu'il faut que je sois avec d'autres mondes dans mes journées, puis que la vie soit partagée. C'est pas la solution finale, c'est comme ça nous a rapproché de quelque chose, mais qui est encore loin. Ça nous donne un aperçu de quelque chose qu'on peut avoir, mais c'est pas la destination, faire des soupers une fois par semaine. Ouais. Sur l'idée que nos vies sont désynchronisées, en fait, c'est qu'on n'a pas nécessairement les mêmes modes de vie, puis je réalise que je me dis, si la personne, je m'entends bien avec, puis je l'apprécie, puis on a un même set de valeurs, ça devrait fonctionner. Et il y a aussi la couche du mode de vie, c'est-à-dire, mettons, tu sais, Marc-Aurèle, nous, on aimerait faire l'école maison, mais Marc-Aurèle, il a 3 ans, fait qu'il n'est pas encore dans ce mode-là. Puis moi, je travaille à temps plein, Vince travaille à temps partiel. Fait que quand je rencontrais des mères super nice, mettons, qui font l'école maison, puis qu'ils ont un rythme de vie où ils font des activités en journée, je pense arriver à répétition que je me fasse inviter à ces activités-là, puis c'est comme, je peux pas, je dois travailler. Tu sais. Ouais, ça s'arrête pas. Puis c'était quand même déchirant, puis il fallait que moi, je fasse de l'introspection, puis je dise, tu sais, de me rappeler concernant est-ce que c'est le travail qui est prioritaire pour moi en ce moment. Puis en même temps, mon travail, il y a une grande dimension sociale dedans, parce que c'est par Vivace qu'on s'est ramassé ici. C'est par Vivace que j'ai rencontré plein de gens tellement, tellement nice. Fait que c'est pas non plus cette vision-là que le travail m'isole puis que je fais quelque chose qui est complètement déconnecté de ma vie familiale ou sociale. Fait que c'était aussi un peu étrange, des fois, tu sais, de refuser des activités dans mon environnement social immédiat pour aller sur mon ordinateur, pour parler à d'autres personnes ailleurs, pour parler de d'autres thèmes reliés à Vivace. Puis des fois, ces relations-là comme restent virtuelles, mais on a commencé de plus en plus dans la dernière année à rencontrer en vrai d'autres personnes vivaces. Ouais. Puis ça aussi, ça a shifté quelque chose dans notre vie. Puis moi, je sais pas pour toi, Vince, mais une chose qui s'est transformée, c'est que j'ai commencé à être... je suis extrêmement insécure dans la vie, fait que même là, c'est dur de le dire, là, mais je commence à plus honorer le fait que je me vois comme une entrepreneur. Je suis excessivement créative, puis il faut que je trouve une façon d'extérioriser ces idées-là, puis ça se fait par Vivace, puis d'assumer que c'est ça ma job à temps plein, puis que je suis aussi une maman, mais que j'ai toujours su que j'allais travailler jusqu'à la fin de mes jours. Puis, en fait, je devrais dire créer jusqu'à la fin de mes jours, mais il fallait que je l'assume, parce que quand tu es en relation puis on se fait proposer des activités, des fois, on se sent mal de refuser, mais ça montrait juste que je doutais de moi ou de mon mode de vie. J'assumais pas la vie que je voulais avoir. Et moi, j'ai réalisé que le fit se faisait bien avec des personnes dont le mode de vie est similaire parce qu'on
juste arrimer les horaires, c'est plus facile. Puis les discussions vont être centrées sur des problématiques de vie qui vont être similaires, comme avec des entrepreneurs, si vous en êtes, c'est comme le stress d'être autonome financièrement, hein, de s'exposer sur les médias sociaux, de faire connaître nos affaires. Il n'y a pas de, tu sais, c'est pas qu'on clock in et qu'on clock out. Là. Des fois, on travaille de nuit, des fois, en 4 jours non-stop, des fois, on travaille pas pendant 3 jours. Fait que, tu sais, comme, c'est job tout ça. Puis des fois, on va abandonner, puis on se dit pas qu'on fait ça. Puis en même temps, l'idée de retourner dans un mode de vie qui ne nous correspond pas, puis d'être dans un bureau de quelqu'un d'autre, ça nous fait capoter. Fait que, comme, il y a ça aussi, que c'était une grande réalisation. Puis on dirait que le profil de personnes avec qui c'était plus facile de maintenir des liens, c'est clarifié. Ouais. Parce que il y a une question de culture. Là. Je pense qu'on parle comment recréer cette vie de clan-là, comment se réentourer d'humains au quotidien, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui unisse ces humains-là ensemble. Ça peut pas juste être... C'est pour ça que il y a certains espaces comme dans le banlieue ou même en ville, des fois, on dirait qu'on a de la misère à connecter avec nos voisins parce que souvent, on ne partage pas la même culture. Ça devient difficile de faire des ponts. Tandis que ce qu'on a remarqué dans la dernière année, c'est que quand on rencontre des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, mais qui partagent aussi leur culture, là, fait comme comment leur journée se déroule. Des choses aussi nounounes que qu'est-ce qu'ils mangent. Ouais. On l'a vécu, là, mais qu'est-ce que ces gens-là mangent? C'est quoi leur vision dans la vie, leurs priorités, leurs valeurs? De quelle façon ils fonctionnent? Fait que là, tu parlais d'entrepreneuriat, mais tu sais, de s'entourer de gens qui ont une drive aussi, comme celle qu'on a, puis qu'on n'essaye pas de amener d'autres gens à avoir plus de drive, ou tu sais, de pas essayer de forcer des gens dans notre culture à nous, mais de trouver des gens qui ont assez de ressemblance pour que ça soit smooth. Ouais. De se voir, puis de partager un quotidien. Puis si j'en monte à plus loin, là, quand on faisait Renard à l'époque dans notre appartement à Montréal avant que ça devienne Vivace. Dans un autre salon. Dans un autre salon. Le personnage était dans notre autre salon. Vince, tu te rappelais de ça comme hier, de dire on passait des heures à travailler sur à essayer de comprendre à qui on parle, en fait. Tu sais. On crée des choses, mais on ne savait pas encore c'était qui notre audience. En fait, au début, on n'avait pas vraiment. Puis, comme 200 personnes sur Instagram. Fait que notre intuition, ça a été de dire on va juste créer ce qui nous représente, puis notre espoir, c'est que ça va finalement juste cliquer puis attirer des gens qui nous ressemblent, puis c'est ça qui s'est passé. Ouais. Mais pendant longtemps, on n'avait pas de vrai visage de c'est qui la personne à qui on parle. Ça en était des meetings, puis c'était insécurisant parce que t'as l'impression que quand tu crées des choses sur le web, que ça s'en va dans le vaste univers, puis t'as pas nécessairement d'écho. C'est comme l'impression d'être sur une scène, puis tout le monde dans la salle a un masque. Tu sais pas c'est qui. C'est vraiment bizarre. Ouais. Mais on a réalisé tranquillement, à travers des années de création, que dans le fond, la personne à qui on parlait, c'était nous, tu sais. Ouais, des gens qui... Fait que ça revient à ça. C'était comme des gens qui partageaient nos valeurs, notre culture, nos choses. Puis qu'à partir du moment où on a embrassé ça, c'est là que les gens ont commencé à enlever leur masque, puis c'était comme nous. Ouais. Des gens qui nous ressemblaient beaucoup, qui aspiraient à faire des choses que nous avons faites ou vice-versa, en tout cas. Ouais. Fait que, ouais, c'est vraiment fascinant que via Vivace, mon obsession depuis le début, c'est de réfléchir à comment être nous-mêmes puis être authentique devant la caméra. Parce que mon espoir, c'est que si quelqu'un me rencontre dans la vraie vie, qu'il voit la même personne, en fait. Mm-hmm. Qu'il n'y ait pas de séparation. Pour mon propre bien, puis ma santé mentale, qu'il n'y ait pas plusieurs personnages dans ma tête. C'est sûr que la présence d'une caméra influence comment on se comporte, tu sais. Puis, mais notre obsession, c'était un peu l'authenticité ou trouver une façon d'écrire ou de faire des posts qui n'étaient pas comme fake, là, c'est tough à expliquer. Oh ouais. Mais le faire dans la vraie vie, il y a quand même... quand on revient encore une fois à l'amitié. C'est la même chose, en fait. C'est ça. Mais c'est d'autres modes de communication. Ouais. Parce qu'avec mes amis, je leur envoie pas je leur fais pas des publications Instagram en privé, là. Tu sais, c'est comme... les modes de communication sont différents. Puis c'est une autre affaire. Mais parce que c'est vrai que quand on rencontre des gens pour la première fois, il y a des choses qu'on va montrer et des choses qu'on va pas vouloir montrer, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est une question d'authenticité. Puis à la limite, je veux dire, c'est normal. Là. Il y a des choses qu'on va créer, c'est toi. Mais comme d'essayer de rendre ça de ce gap-là, d'essayer de l'effacer le plus possible. Ouais.
pour vraiment que la personne qui nous rencontre, peu importe c'est où, dans un parc, dans notre salon, sur YouTube, qu'elle sente que c'est les mêmes personnes. Ça, je pense que c'est un muscle vraiment intéressant à avoir parce que ça t'enlève l'énergie mentale. Ça fait en sorte que c'est passé drainant d'avoir plusieurs personnalités. Puis c'est intimidant quand tu rencontres quelqu'un parce que t'es comme que je dis présente à cette personne-là. Tandis que si il y a une question d'authenticité, ben comme la personne n'importe où elle te croise, ça va tout le temps être toi. Ouais. Tu sais, c'est la même chose que, mettons, ça revient un peu à ça, mais à chaque fois que tu rencontres à chaque fois que tu dis un mensonge, tu crées un univers parallèle un peu, qu'il faut que tu conserves dans ta tête que tu as dit ça, mais là, c'est pas vrai, fait que là, il faut que tu t'en souviennes. Fait que là, ça peut devenir un gros mess, mais si tu es juste tout le temps vrai, puis, ben, c'est ça, t'as pas d'énergie à brûler sur le back burner de conserver tous ces univers parallèles, puis ces personnalités-là, puis ces personnages-là, tu sais. Puis je commence à catcher les citations qui disent qu'il n'y a rien de plus libérateur que d'être soi-même, en fait. Ben oui. Puis c'est le discours, quand j'analyse beaucoup, j'écoute des documentaires dans le monde artistique aussi, tu sais, au niveau de la musique, des œuvres de cinéma, puis de voir qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui excellent, puis c'est des gens qui trouvent leur voix, puis qui sont dans la maîtrise de leur art au point où ils sont capables de l'exprimer de manière comme fluide. Puis, et en même temps, c'est vrai que cette année, j'ai aussi appris, puis quand on revient à l'amitié, parce que moi, j'étais très déchirée de dire, je vais être authentique, puis je vais être moi-même. Mais il y a tellement d'émotions de marde, puis d'anxiété, puis de colère, puis d'irritabilité qui m'habitent que je me dis, je peux pas unleash ça. Fait que je pense que vraiment, depuis 2 décennies, il y a une partie de moi qui vraiment essaie de tasser des émotions puis les cacher. Ben, je me dis, c'est tellement pas beau si j'expose ça. Je vais me faire rejeter. Je vais me faire rejeter. Puis, qui veut être en compagnie de quelqu'un qui se sent misérable et qui fait juste vomir ses émotions, tu sais? Fait que, mais je pense que la distinction, ça revient à la réflexion sur l'amitié. David Sanson m'a vraiment fait comprendre qu'il y a un petit cercle de personnes à qui tu peux faire confiance. C'est ça que l'humain doit constamment évaluer, c'est à qui je peux faire confiance, puis que tu n'as pas besoin de tout divulguer puis de tout dire à n'importe qui, tout le monde, en fait. Fait que j'apprends aussi à aller chercher de l'aide. Je commence à avoir une meilleure idée de quoi parler. Mettons, je vais avoir besoin d'aide professionnelle pour certaines affaires. Je commence à parler des traumas et de la guérison. Il y a les nouveaux ralliements de Vivace. Puis j'ai comme compris aussi que je peux avoir mes meilleurs amis, mais c'est pas à eux de me faire une thérapie exhaustive pour me sortir du trou. Tu sais, je veux dire, je pense qu'ils vont être là de différentes façons. Mais de aussi diversifier mon réseau. Parce que cette énergie, je peux quand même, je veux pas la déverser sur les autres, mais je peux quand même pas la garder en dedans. Puis, fait que, d'un côté, de faire des efforts délibérés pour canaliser cette énergie-là, puis en compagnie de mes amis, de faire des mini-gestes. Ça, c'était important pour moi pendant qu'on faisait des soupers, mettons. De maintenir le souper, même si la maison était un peu plus sale qu'on espérait. Même s'il y a rien dans le frigo, puis il faut improviser quelque chose. Même si, mes cheveux sont sales, puis je suis un peu tout croche. Même, un truc qui était important aussi, même via Viva, c'était de continuer de faire les podcasts puis les infolettres, peu importe le moment de mon cycle. Parce que ça donne aussi un éventail émotionnel plus riche de certains jours, je suis plus fatiguée ou plus introspective. Puis quand je suis en ovulation, je veux conquérir le monde. Puis de dire, je vais essayer de créer à ma façon, peu importe l'état émotif, parce que ça crée un univers plus authentique et plus riche à mes yeux. Oui, absolument. Ouais. C'est ça, les relations, c'est la même affaire. Si on veut se montrer un spectre de qui on est, ben, c'est comme on disait tantôt, il faut aussi se montrer quand on est dans un down, il faut se montrer quand on est un peu dans un peak, il faut se montrer quand on est au milieu. Il faut se montrer tout le temps. Oui. Puis c'est là que l'empathie puis l'amour embarque, c'est que je pense que le plus confortable on devient avec nos propres univers intérieurs puis nos propres émotions, le plus je me sens apte d'accueillir les autres aussi dans toute leur variabilité puis leur intensité, en fait. Ça, je trouve ça beau. C'est à partir du moment où j'ai brisé ma coquille, j'ai commencé à être plus sensible puis plus ouverte à l'univers intérieur des autres. Puis là, ça devient plus un échange comme connecté. Je sais pas. Puis, ouais, tu sais, sinon pour Vivace, parce que c'est ça qui est particulier aussi, c'est en acceptant, en reconnaissant qu'à la base, je me vois comme
une créatrice puis une entrepreneur, puis que ça détermine aussi mon mode de vie. J'ai fait la paix avec le fait qu'une grosse partie de mon réseau social, de notre réseau social, se fait par Vivace. Puis pour moi, j'ai tellement dans le creux de l'isolement parental, j'ai commencé à être full nostalgique des expériences d'équipe que j'ai vécues avant. Comme la tournée de participation qu'on a faite avec Vince, c'est comme quelque chose qui m'a marqué profondément de juste être la simplicité d'avoir une mission commune, tout le monde travailler, sur le même horaire, faire les mêmes choses. Puis j'ai commencé, je l'ai vécu à l'université, puis j'ai commencé à être, le sentiment qui m'habitait, c'était de la nostalgie. Je me disais, oh my God, j'ai l'impression d'être en fin de vie puis de repenser. On a goûté à quoi que... on se demande si on va en goûter un jour. Ouais. Puis j'ai réalisé que le parcours de travailleur autonome, puis je pense que ça, c'est le cas aussi du feedback que j'ai eu d'autres travailleurs autonomes, c'est comme, je suis convaincue de ce que je veux faire, j'adore ce que je fais, mais c'est vraiment tough de le faire tout seul. Fait qu'il y a aussi un isolement dans notre domaine professionnel. Travail autonome, c'est comme travail tout seul. En fait, il faudrait changer le nom. Ouais. Parce que c'est pas vrai que faut briser l'idée d'autonomie puis d'indépendance. Ouais. Ça, c'est le problème. C'est ça le problème que j'ai écrit ça. Faut pas être autonome. Faut être dépendant. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est un des gros problèmes relationnels qui émergent. C'est on dirait que je le vois maintenant. Une culture, c'est intangible, mais ça se manifeste dans nos croyances, nos émotions puis nos comportements. Je veux dire, on a fait des posts. C'est vrai, dans l'année, qu'est-ce qui s'est passé? Premier post viral de Vivace, qui a atteint des centaines de milliers de personnes. Le thème, c'était le cododo. Au podcast de Anne-Marie Casso. La nature de l'enfance. Grosse blog pour Anne-Marie. Qui est dans le clan. Qui est dans le clan. Le cododo est encore accusé de créer la dépendance affective chez les enfants. Puis, sur le coup, moi, ça me chamboulait, tu sais, que quelqu'un me dit genre, c'est pas ce que tu dis ou ce que tu dis, c'est mal. Puis là, je me ramène à, non, la société, on est complètement déconnecté de c'est quoi la nature humaine, tu sais. Puis, mais c'est normal, on est drillé depuis des années à être indépendant, on valorise la liberté, puis on voit la relation avec l'autre. C'est fou, là, comment on appelle ça de la dépendance affective. Alors qu'on est programmé pour vouloir être connecté aux autres, on veut appartenir à un groupe. Puis, en tout cas, très autonome. Bref, je n'aime plus cette expression. Le mot autonome ou indépendance ou individualiste sont que des mots qu'on apprécie tant que ça. Bien, je pense, puis là, je m'excuse, ça se peut qu'on l'ait dit tellement de fois dans d'autres épisodes, là. Mais là, moi puis Vince, on reparle souvent du fait que la vision aussi de l'autosuffisance, c'est l'apothéose de l'individualisme. On voit ça comme l'accomplissement du mouvement hippie, tu sais. Mais l'envie de vouloir être autosuffisant sur une terre, c'est pas humain non plus, à moins qu'on le fasse avec une gang de gens. Un clan de 20 Un clan de 20 exactement. Et plus, parce que vraiment, il y a des structures aussi après le 20 et 30 personnes. Et même l'idée qu'on est autosuffisant, c'est une illusion totale parce que toutes les technologies qu'on possède pour réaliser cette autosuffisance-là, comme des panneaux solaires, des machins, n'importe quoi qui va constituer notre habitat, n'importe quel outil vient de l'action de quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde ou est une invention de nos ancêtres lointains à un moment dans le temps. Fait que même si on est seul sur une terre, à moins qu'on ait tout créé from scratch, puis encore là, c'est une illusion parce que nos compétences à créer des choses viennent aussi de notre contact avec d'autres humains. Bref, l'indépendance n'existe pas, l'autonomie n'existe pas et on devrait le viser. L'autosuffisance est un mensonge. Mais je comprends que la base de ce mouvement-là aussi, c'est de créer un nouveau système parallèle. Oui, puis reprendre la responsabilité de notre... Exactement. Fait que je sais qu'il y a plein de beauté là-dedans. Puis fait que j'attaque le mot, mais je comprends qu'il y a plein de valeurs vraiment nice dans ce mouvement-là. Puis, en tout cas, ça va être relié même à notre vision future. Fait que même comme entrepreneur, en fait, on s'ennuyait de travailler en équipe. Je réalisais pas, en fait, que c'était un manque qui m'habitait. Parce qu'il y a une partie de la création avec Vivace qui se fait seule, puis j'apprécie aussi ces moments-là. Puis il a fallu que j'assume le fait que j'avais envie de travailler en équipe.
Puis juste dire ça, hey, ça me chamboule encore. Parce qu'encore une fois, quand on dit je veux entrer en relation avec les autres, ça amène la possibilité de se faire rejeter ou de lancer l'appel puis qu'il n'y a personne qui te répond, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Fait que là, je vais le dire publiquement. J'ai envie de travailler en équipe. J'adore travailler en équipe. Et ma vision du futur, c'est vraiment d'avoir des gens qui crient avec nous puis de partager le fruit, les bénéfices de notre travail avec d'autres personnes. Et sur ma feuille, dans ce qui s'est passé dans la dernière année, c'est qu'on a justement eu une première collaboration qui fonctionne super bien, qui est celle avec Laurence. Salut Laurence, c'était avec nous. Que vous avez peut-être vu en images. Elle nous a aidé à développer les guides pour trouver les bons souliers minimalistes et bottes d'hiver et bottes de pluie et pantoufles et bas minimalistes pour tes enfants et toi et tout le monde que tu connais. Et ça a même évolué après que ça allait bien fonctionner à un programme d'accompagnement pour transitionner vers la vie pieds nus. Puis, à la base, je l'ai rencontrée grâce à Vivace. Tu sais, je l'ai rencontrée parce qu'elle a commenté sur un post de nos médias sociaux où elle m'avait donné une réponse, encore une fois, full personnelle, sans filtre. Puis j'avais répondu de manière full personnelle, sans filtre. Puis j'ai fait « Oh shit! » Comme même en ligne, dans la façon qu'on écrit, il peut avoir cette résonance-là. Ouais. On s'est rencontrés au parc, puis ça a commencé comme ça. J'ai pas tout de suite donné une job. J'ai pas dit « Tu veux-tu une job? » Tu sais, ça a fait des années, même avant qu'on devienne... Mais c'est juste devenu évident à un moment donné qu'on pouvait collaborer ensemble. Fait que ça a été un gros truc, tu sais, de dire, hey, ça a été nous deux pendant des années, puis là, il y a une troisième personne, puis notre vie est absolument meilleure. Puis, comme notre capacité à créer puis à aider du monde est encore plus grande, fait que genre, c'est juste absolument merveilleux. Ah, puis tu l'as dit tantôt, là, c'est comme, ça, c'est vraiment une mission commune avec d'autres humains, puis ça, je veux dire, ça n'a pas été facile de faire tout ce qu'on a fait avec Laurence, c'est pas parce qu'elle est particulièrement difficile. Laurence, on l'adore, mais comme synchroniser plusieurs humains ensemble pour travailler sur une chose. Veux pas, il y a des moments où nous, on va le brûler, Laurence va le brûler, ou ça marche pas, il faut déplacer les affaires, mais c'est ce qui nous permet d'avoir une mission commune, ça nous permet de passer à travers ces moments-là, puis de donner toute la valeur aussi à la célébration. Je sais qu'on en parle souvent ensemble, mais on est comme à une époque où ce qu'on célèbre ensemble, tu sais, que ce soit des anniversaires, on se voit, on célèbre Noël ou des choses comme ça, mais on dirait que ce qui manque, c'est les épreuves communes. Que c'est ça qui nous soude, en fait. C'est pas de célébrer des choses ensemble qui nous soude. Là, c'est le fun. Tu sais, on se voit, puis on mange du gâteau, puis c'est ça. Mais avant nos ancêtres, mettons, il y a une tempête, la moitié des maisons s'effondrent, il faut les reconstruire, ben comme... C'est là qu'on crée vraiment des relations solides. Là. C'est quand on doit s'entraider et qu'on est un peu dans la crotte. Puis comme, c'est pour la survie de la tribu ou whatever. Mais tu sais, on aurait dit qu'il manquait ça, des épreuves communes. Ça prend une mission commune, ça prend des épreuves aussi qu'on traverse ensemble pour sincèrement se rapprocher. T'sais. Puis, tu sais, quand on cuisine quelque chose from scratch là, ou quelque chose qui vient de notre propre jardin, puis que on le sert à des amis sur la table. Comme, le repas goûte absolument meilleur. Ben oui. Fait que, il y a une partie de moi aussi dans on fait des soupers chaque semaine. Moi, ça me nourrissait parce que l'intention, c'était de créer du lien pour enrichir notre quotidien puis de multiplier éventuellement les rencontres. Mais l'acte de juste célébrer avec peu importe le groupe de gens, ça m'interpellait de moins en moins. Ou en fait, ça m'avait jamais tant interpellé. Puis là, j'avais finalement compris pourquoi. C'est que j'aime célébrer. Tu sais, mettons, on a travaillé super fort sur une journée où on a lancé un projet, puis on a sué ensemble, on a comme vécu plein d'émotions intenses, puis à la fin, c'est comme, wow, on célèbre parce qu'on est fiers de ce qu'on a accompli. Alors que maintenant, c'est ça. On retrouve nos familles juste pour le highlight, mais nos quotidiens ne sont plus nécessairement reliés, puis on ne crée plus rien ensemble, puis on ne vit même plus ensemble. Fait que ça n'a plus la même signification. Puis c'est peut-être, je sais que plusieurs personnes nous en parlent, qu'ils ressentent un peu la même chose ou que des fois, les fêtes sont beaucoup axées sur l'échange de cadeaux matériels puis qu'il y a une essence qui n'est plus là. Fait que c'est pas juste, je pense, l'essence de la célébration elle-même. Est-ce que le focus est sur le matériel ou pas aussi ou ça? Je pense l'essence de la célébration, c'est que ça devrait être relié à une vie quotidienne, des jours et des jours et des jours et
les années. Puis c'est là que ça devient significatif. T'sais. Fait que je pense que c'est pas juste en focusant sur « faut redesigner comment on célèbre », c'est « faut redesigner comment on va vivre », parce que les célébrations auront plus la même énergie. Ouais. Puis il faut revoir aussi nos réflexes parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, quand on passe à travers des épreuves difficiles, on a tendance à se replier, puis à s'isoler, puis à pas demander de l'aide. Alors que c'est ces moments-là qui permettent de vraiment solidifier les relations. Il faut comme apprendre à demander de l'aide, puis à comme nous aider les autres, puis se laisser aider aussi. C'est ça qui va faire en sorte que les relations vont être solides. Il ne faut pas attendre d'être prêt à célébrer. Ouais. T'es fou, l'ami. Qu'est-ce qui vient Je sais de pas. se lâcher? Je sais pas. On va creuser. Psychanalyse. La joke, c'est quand je demande à Vincent comment il se sent, puis on utilise la métaphore de la météo, c'est comme d'une fille. Oh, soleil! C'est correct. C'est beau, là. Moi, je peux décortiquer mon paysage émotif pendant Il y a 4 nuages, il y en a un qui pleut. Puis... mais je suis curieuse de qu'est-ce qui te touche en ce moment. Je sais pas. C'est-tu l'aspect de demander de l'aide qui vient te chercher ou? Peut-être. Ben, tu sais, ça revient au truc de cours de dos, peut-être, là, mais tu sais, je pense qu'assez jeune, on se fait programmer à pas demander de l'aide. Tu sais. Je pense que ça persiste vraiment longtemps. Parce que, tu sais, mettons, on va demander de l'aide puis on la reçoit pas. Tu sais. Puis c'est ça. Je pense que ça laisse des bobos. Qui persistent longtemps. Tu sais. Puis on internalise que c'est ça la vie, en fait. Puis que notre devoir, c'est d'être juste plus autonome puis plus indépendant. Puis c'est particulier parce que quand on parle de cododo, le pushback qu'on a sur des publications, c'est des publications qui voyagent énormément parce que ça crée de la tension. Fait qu'il y a comme des gens qui vont être comme contents qu'on dise ces choses-là, puis il y a d'autres gens qui vont argumenter contre nous. Il va y avoir de la résistance à reconnaître que c'est bien ou c'est fondamental. Puis encore une fois, des arguments qui disent que c'est même nocif pour les enfants. C'est tellement émotif qu'il y a clairement des bobos là. Oui, exactement. C'est fou, là. On s'est fait dire qu'on faisait la promotion de l'inceste. En parlant de cododo, tu sais. Ouais. À quel point on est off, là, tu sais. Puis, pendant des années avec Renard puis Vivace, je voulais pas être vue. Genre, ma pulsion de créer était tellement grande que je pouvais pas m'en empêcher. Mais la portion où il faut exposer ce qu'on crée à quelqu'un d'autre me terrifiait tellement parce que je voyais pas le bienfait, je voyais juste la critique potentielle. C'était vraiment souffrant. Fait que le message que j'ai envoyé à l'univers, c'est « je veux pas être vue, je veux pas être vue, je veux pas être vue ». Puis on a créé pendant des années, là, puis on n'avait même pas 500 personnes sur notre Instagram. Ben, c'est qu'on voulait pas être vue. Puis on n'avait même pas l'intention de dire on veut un gros compte, on veut, tu sais, comme augmenter nos chiffres. Genre, on était absolument focusés sur créer, puis essayer d'améliorer notre voix. Puis je suis contente qu'on l'ait fait. Mais c'était vraiment souffrant de créer en se disant comme il faut que je le fasse. Puis des fois, je disais à la vie, genre, je veux pas. Puis j'avais l'impression que, genre, la petite fille en moi disait, je veux pas. Fait que ce genre de message-là, tu sais, quand on a eu notre premier post viral, c'était vraiment dur énergétiquement à encaisser, mais de le vivre, ça m'a vraiment aidé à dédramatiser la chose. Un peu comme avec l'article du Journal de Montréal sur le club, pas le club pipi, l'hygiène naturelle, d'avoir des mononcles sur l'ordinateur qui insultent tout et rien, là, le nom de mon enfant, le fait que c'est... Qui lisent le titre, puis qui commentent sans avoir lu l'article. Ça m'a aidé à dédramatiser. Ouais. Mais la série Vitlan me permet de voir quelque chose que je voyais pas avant. Puis c'est ça, la petite fille qui est terrifiée à l'idée de s'exposer puis d'être critiquée. Ça fait rejeter. Mon analyse initiale, c'est que c'était moi qui étais problématique, qui était anxieuse. J'en ai parlé par le passé. Puis ma seconde analyse, c'est que mes narratifs internes venaient en partie des narratifs de mes parents, que j'adore, mais j'ai comme catché que on hérite dans la croyance. façon, c'est ça, d'articuler les choses,
C'était devenu mes narratifs internes. Je leur en voulais pas, mais ça m'avait aidé à comprendre comment je me parlais, d'où ça venait aussi. Puis ce que j'ai réussi à avoir dernièrement, par l'épisode avec Céline Lamy, qui m'a inspiré à faire un partage dans l'infolette, qui est devenu aussi un post. Tu sais, Céline Lamy, je vous encourage vraiment à écouter l'épisode avec elle si vous ne l'avez pas écouté. Elle parle de la problématique de la surmédicalisation des enfants. Tu sais, avec les profils souvent, tu sais, hyperactifs ou déficit d'attention. Puis j'ai réalisé, mon intuition, c'est que c'est une problématique plus attribuée aux garçons. Puis je commençais à entendre de plus en plus le récit de filles, en fait, qui n'ont pas été médicamentées, mais qui avaient quand même une souffrance qui était dure à nommer. Puis c'est réaliser que moi aussi, je souffrais, même si je fitais absolument dans le système. Fait qu'il y a une souffrance des enfants qui se font dire qui sortent du cadre, qui détonnent du système, qu'on veut les... Qui brassent, là. Qui brassent, puis on veut les asseoir. Puis c'est ça qu'on leur fait, puis les taire. Mais il y a aussi la souffrance des personnes qui sont assises en silence. Puis ce que je disais dans l'infolette, c'est j'ai joué la game. Puis je pense que ça a été aussi la stratégie de survie ou de façon de fonctionner pendant des années d'école. C'est tu t'assois puis tu dis ce qu'on dit de faire. Puis vu qu'il n'y a aucune autre option qui existe dans notre univers, on pense que c'est ça la vie. Puis on arrive au bout de ce chemin-là, puis on réplique un peu ça dans une job. Puis nombre de gens qui finissent leurs études puis qui réalisent qu'ils haïssent leur domaine ou qui vont pas faire ce qu'ils font. Est-ce que tu travailles littéralement dans ton domaine pas tant? Est-ce que je travaille littéralement dans mon domaine pas tant? On utilise ces connaissances-là, mais tu sais, je pense qu'on a réalisé à la fin qu'on nous a donné un petit trophée, puis c'est ça la promesse de l'école, c'est que tu vas voir plus tard, tu sais, ce que tu fais, ça va être bon pour plus tard, pour plus tard, pour plus tard. Puis là, tu arrives dans le plus tard, dans le futur, puis t'es comme... Même pas ça. C'est la même vie de marde. C'est la même estime de marde. Je me force à me lever le matin, puis je sais plus pourquoi. Puis... Ça n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. C'est dark, là, mais c'est quand même vrai, tu sais. Puis il y a une autre affaire qui m'a vraiment touchée, c'est à partir du moment où on a commencé à parler d'isolement parental. J'avais aussi eu un témoignage exceptionnel d'une femme qui était un peu plus vieille. Tu sais, elle a, mettons, 10 ans, non, même pas, moins de 10 ans de plus que moi, mais quand même, elle était comme une autre génération, ses enfants sont plus vieux. Puis elle m'a fait voir aussi le futur de si on continue sur cette track-là. Elle dit, tu sais, Marc-Claude, ça me touche vraiment beaucoup parce que j'entends que les jeunes mères en ce moment sont complètement brûlées. Juste à dire que c'est encore pire. Genre 10 ans plus tard, parce que les femmes, ils ont mini regain d'énergie, là, ils font un deuxième enfant. Mais là, la trame, le mode de vie n'a pas changé. Puis là, à un moment donné, s'ils n'ont pas cassé avant, ils cassent. Puis elle dit, il y a un nombre de personnes de mon âge que là, sont médicamentées, sont en dépression sévère. Comme, le corps lâche complètement. Puis on dirait que de réfléchir à ma propre expérience, mais d'entendre aussi le récit de femmes qui sont comme plus loin aussi dans la course, de faire « Shit, c'est ça qui m'attend. » Puis je l'ai entendu aussi d'une personne, même une autre génération plus tard, puis avant. Puis, fait que de voir ça très clairement, de dire « Oh shit, ce qui m'habite, c'est une petite fille qui est absolument terrifiée à l'idée de se faire critiquer. » Puis c'est devenu limpide l'autre soir. J'ai revécu la scène qu'on vit des milliers de fois à l'école, on a notre petit travail sur une feuille, là, et on le remet dans les mains d'un adulte qui a été imposé, qu'on n'a pas choisi, qu'on ne voit pas en dehors de la classe. Et cette chose-là nous revient avec des lignes rouges, avec un focus sur tout ce qu'on a fait de mal. Puis c'est ça, pendant des années de notre vie. Puis là, je me suis dit, voir que j'ai pas vu avant, que c'est exactement ce que je suis devenue. Tu sais, tu crées quelque chose, puis tu l'exposes avec la seule intention de feedback. J'espère qu'il n'y aura pas trop de fautes. Puis cette réalisation-là m'est venue aussi grâce au partage d'une maman dans notre audience. Alexandra, je sais pas si je te nomme, OK. Ça m'a fait réfléchir parce qu'elle réfléchissait à comment elle avait écouté un podcast sur comment le français est enseigné. Puis j'étais super bonne en français, puis j'haïssais ça. J'ai jamais aimé ça. J'ai même essayé d'enseigner le français au cégep à des jeunes, puis je détestais comment c'était structuré ce que je devais faire.
Puis elle disait, mais c'est ça le focus pendant des années. Les premières choses qu'on t'apprend, c'est comment former des lettres. Fait que c'est sur la calligraphie. Puis c'est des dictées où c'est ça, tu fais juste surligner tes fautes. Mhm. Alors qu'on devrait nourrir l'envie de créer des histoires puis d'exprimer qui on est. Communiquer, ouais. Puis quand elle a dit ça, j'ai fait « Oh my God, c'est absolument évident que c'était tellement pas ça, Mhm. notre enfance. Mhm. Fait que, ouais, je comprends ta peine de dire on est des bébés qui viennent au monde, puis la mentalité parentale en ce moment dominante, c'est que le bébé doit apprendre à être autonome Mhm. Le plus tôt possible. le plus tôt possible. Qu'on essaie de se faire croire à mes yeux que le laisser pleurer puis le laisser seul n'a aucune empreinte sur lui, alors que le nombre de partages qu'on reçoit quand on parle de cododo, des personnes qui disent « Je me rappelle avoir été enfant. » Moi-même, c'est mon témoignage. Être tout seul dans ma chambre, supplier mes parents de rester avec moi, puis finir par me convaincre que c'est moi le problème puis que je dois apprendre à être toute seule. Mhm. Le nombre de témoignages de gens qu'on reçoit qui ont ressenti cette chose-là. Ouais. D'être terrifié, de vouloir avec d'autres humains. Mais Ouais. de ne pas pouvoir être avec d'autres humains. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça aussi que le podcast avec Annie-Claude, puis le clip qu'on a fait, on a voyagé au temps, où il y a des parents, mettons, elle est éducatrice spécialisée, puis elle accompagne des parents. Puis c'est ça, quand des parents lui arrivent en disant « Mon enfant a des problèmes parce qu'il n'est pas capable d'être autonome », je suis full reconnaissante qu'il y ait des éducatrices, des accompagnatrices comme elle qui disent « Mais il n'est pas supposé être autonome. Il n'était pas supposé être seul. C'est pas ça l'apprentissage en ce moment. Tu sais, on est supposé être en train de connecter puis passer du temps ensemble. Puis ce qu'il veut est tout à fait normal. » Comme les attentes qu'on a envers les enfants correspondent pas au... Comment dire? À ce qui est naturel. Oui, absolument. Fait que c'est sûr que ça fait des flamèches, puis de plein de façons différentes. Là, comme tu disais pour l'éducation, ben, il peut y avoir des enfants qui ont besoin d'être médicamentés pour rester assis et écouter, puis il y en a d'autres qui doivent être médicamentés plus tard parce qu'ils sont restés assis et en silence au détriment de leur santé mentale. C'est comme si, tu sais, faut casser les enfants pour qu'ils fitent dans l'individualisme. Puis après ça, 30 ans plus tard, on est comme... On commence à avoir la portée de ce geste-là. Tu sais. Puis je pense que comme société, on est dans une phase de transition. Puis il y a des gens qui poussent dans la voie de l'attachement, la parentalité pas si mal. Puis il y a des gens qui vont justement dire que c'est mauvais en disant que nos parents n'ont pas fait ça puis on a turn out well. Tu sais, on s'en est bien tiré. Mais là, genre, tu sais, si on regarde comment tout ce qui nous habite puis à quel point on est... Moi, je pense avec Céline on en parlait, à quel point on est névrosé. Ouais, on n'est pas correct. On n'est pas correct. Fait qu'on peut pas dire... On peut pas utiliser notre génération comme une preuve que les méthodes parentales de l'époque fonctionnent. On n'est pas mort. On n'est pas correct. T'sais. Puis, je me suis rappelé aussi, j'ai écouté vraiment beaucoup de podcasts, presque tous les podcasts d'Oprah, mais aussi ces podcasts de son émission, des extraits de son émission. Elle, sa crowd, c'était principalement des mamans à la maison parce que c'était une émission de jour. Elle n'a pas d'enfants, mais elle valorisait énormément les mères parce qu'elle savait que c'est les personnes qui l'écoutaient. Et elle a fait des épisodes entiers sur la détresse des mères. Fait aussi la vision... Parce que moi, quand je parle à ma mère, quand je lui ai dit « Hey, je me sens comme tellement pas bien puis isolée », une des choses qu'elle a dit, imagine, moi, je n'ai eu 4. Puis je lui ai dit, merci pour l'empathie, mais en tout cas, maman, je t'aime. Puis ma mère, elle ne vit pas dans le passé. Fait que quand je lui demande des détails sur comment c'était, elle a le souvenir qu'elle et mon père ne faisaient pas beaucoup de sorties, mais elle ne décrit pas notre enfance comme un moment comme terrifiant où elle ne se sentait pas bien. Elle était comme, j'étais consciente de ce que ça impliquait avoir 4 enfants, je suis contente, puis on s'organisait, tu sais. Mais, fait que moi, ça créait aussi le biais que, ouais, ça allait peut-être mieux du temps de nos mères. Ouais, peut-être moi le problème. Encore une fois, c'est moi le problème. Mais là, quand je réécoutais les épisodes d'Oprah, de mère, où on était aussi dans les années 80-90 à cette époque-là, c'était l'entrée massive aussi des femmes sur le marché du travail. Tout ce qu'ils font parler, c'est à quel point ils parlent juste à quel point ils sont surchargés puis complètement overwhelmed. Puis
perpétuellement stressée puis sur le bord du breakdown. Genre, pour vrai, aller écouter des épisodes de ça, parce que l'illusion que c'était mieux avant, c'est faux. Genre, c'est faux. Puis c'est pour ça que c'est important de faire des épisodes comme ça pour faire des portraits dans le temps et non pas de juste regarder des choses en rétrospective parce que notre vision est déformée quand on fait juste regarder en arrière. Il faut regarder des snapshots dans le temps, puis je pense que c'est ça qu'elle a réussi à offrir. C'est pas vrai que ça allait mieux. Les femmes étaient complètement en détresse, ça allait pas bien. Même à l'époque de nos mères, en fait. Mais je pense juste que c'était moins discuté. C'était caché, ouais. Puis c'était pour ça qu'Oprah pognait, c'est parce qu'elle créait un espace où les gens pouvaient en parler. Bref, je pensais vraiment pas comment elle allait là aujourd'hui. Mais... Psychanalyse. La psychanalyse de Vince. On a fait le tour, c'est tout ce qu'il habitait. Ouais, on a tapé le fond. Il y a plein d'autres affaires. Hey, mini pause. Si cet épisode t'inspire, tu peux inspirer quelqu'un d'autre en retour. Tu peux avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser un review pour le podcast de Vivace. Dès maintenant, tu peux prendre ton téléphone, ouvrir ton application d'écoute et laisser un commentaire. Pas besoin de te casser la tête, écris une chose que tu as aimé de la discussion. C'est ce qui nous permet de faire rayonner des idées et c'est ce qui te permet d'aider quelqu'un en retour. Fait que nous-mêmes, c'était de sortir. J'ai réalisé, on se voyait comme des introvertis, puis il y a quelque chose d'empowering de dire je suis introverti, j'ai besoin de personne. Puis encore une fois, j'ai réalisé c'est juste un bouclier puis un mécanisme de défense. Quand tu te fais constamment dire il faut que tu sois indépendant, fait que t'es comme ouais, je suis indépendant, j'ai besoin de personne. Genre, je préfère tout seul dans le bois. Moi, ça me faisait rire sur certaines publications qu'on a faites où on parlait justement d'individualisme ou de le fait de cohabiter avec d'autres gens. Qu'il y a des gens qui prenaient le temps d'aller sur les réseaux sociaux pour commenter sur notre post pour dire qu'ils préféraient être tout seul. Oui. Ah, moi, je suis bien mais c'est quand même ironique d'aller engager une discussion avec quelqu'un en ligne, prendre ce temps-là pour dire que tu préfères ne pas avoir de discussion avec les gens. En tout cas, ça m'a toujours fait... À chaque fois que je vois un commentaire passer, comme ça, je trouve ça tellement drôle parce que c'est comme... En tout cas, la personne ne réalise pas, tu sais, qu'elle est en train de dire aime être en contrôle de ouais. les interactions qu'elle a avec les gens, mais c'est pas qu'elle aime pas avoir des interactions avec des gens, c'est qu'elle aime ça être en contrôle. Tu sais. En tout cas. Non, mais absolument. Puis ça, c'est quelque chose qui a émergé dans ma discussion avec Karine, que moi inclus, là, je m'inclus complètement là-dedans. Là. Le nombre de fois... J'ai fait un post entier sur mon Facebook personnel à une époque pour faire mon coming out que je suis un introverti puis que quand je suis à des parties, je pense juste à comment me sauver. Puis c'était une fierté pour moi de me voir comme quelqu'un d'indépendante puis quelqu'un qui est bien avec la solitude. Mais... quelqu'un qui me dit « Ah, moi, j'aime mieux être seule », on va analyser de quelle solitude tu parles parce que fondamentalement, on n'est pas programmé pour être seul. Fait que quelqu'un qui te dit « J'aime mieux être seule », t'es pas vraiment seul. Si tu écoutes de la musique, si tu écoutes des podcasts, si tu lis un livre, si tu écoutes des émissions de télé, si tu fais quelconque activité qui a impliqué le geste d'un autre humain par le médium de l'art ou d'un média, t'es pas tout seul. Tu fais juste choisir une autre forme de socialisation où tu contrôles ce qui vient à toi, puis t'as pas à t'exposer en retour puis à deviner. Ouais. Puis ça peut simplement montrer que peut-être que nous, c'est ce qu'on a réalisé, c'est que tous les événements qu'on disait... Ce qui nous a amené à croire qu'on était introvertis, c'est qu'on allait à des événements avec des gens peut-être qui nous ressemblaient pas ou qu'on connectait pas réellement, tu sais. Fait que là, tu cherches une porte de sortie tout le temps parce que c'est comme t'as pas l'impression de belong dans cet endroit-là. Tandis que là, maintenant, on s'est entouré de gens qui, justement, partagent notre culture familiale. Mettons, je pense encore à Laurence ou à d'autres gens qu'on a croisés en chemin. Puis on pourrait rester toute la journée avec eux. Puis ça arrive pas, puis on n'est pas brûlés, là, ça nous fait du bien, tu sais. Fait que là, OK, mais dans le fond, c'est pas d'être avec d'autres gens qui nous brûlent, c'est d'être dans une culture qui ne correspond pas, tu sais. Ouais. Fait que je sais pas si la solitude aurait les gens qui disent j'aime mieux être seul. Tu sais, est-ce que quelqu'un serait seul dans un chalet comme en silence, en fait? T'as aucune musique, aucun ouvrage, aucun livre, rien. Je sais plus si on faisait cette expérimentation-là, combien de personnes diraient oui, j'aime ça être seul? Parce que, ce genre de solitude-là, on l'a déjà nommé, mais dans les prisons, c'est une forme de torture. Ah ouais, c'est de la torture. L'isolement, c'est de la torture. L'isolation forcée, c'est de la torture.
permise en prison. Parce qu'il n'y a pas de violence, mais c'est en même temps une des pires violences que tu peux infliger à quelqu'un. Hein? Si on considère qu'on est des animaux sociaux, qu'on est fait pour partager notre quotidien avec d'autres gens, de dire non, là, tu ne pourras pas avoir de input du tout, pas d'autres gens, juste qu'elles meurent, puis tu les regardes. C'est de la torture. Il y a des gens qui viennent fous après ça, tu sais. Fait en fait, c'est ça, c'est la quête. Je pense que la quête profonde, c'est de se reconnecter avec notre nature sociale. Alors qu'on a grandi dans une culture. C'est ça, la culture individualiste, c'est l'idée. Je pense qu'à la base, c'est la reconnaissance des droits individuels. Puis, je suis sûre qu'au fondement de ce mouvement-là, c'est du positif. Puis, ça devait être en réaction aussi à d'autres abus. Parce qu'il y a eu des cultures oppressives. Collectivistes oppressives. Là. Qu'on ne voulait pas faire. Ou, tu sais, comme... En tout cas, on pourrait nommer plein d'exemples. Mais ça s'est transformé en la liberté de choix absolue qui fait qu'on est tous isolés dans nos maisons. Puis là, il faut comme déconstruire ça. En tout cas. Fait que ça a commencé à comment se faire des amis, à oh my God, on est dans une culture qui est complètement déréglée, encore plus que je pensais. Ben, je veux dire, on est tombé dans ce sujet-là en se posant la question comme comment je peux réintroduire mes pratiques ancestrales pour inclure plus de mouvement à mon quotidien. Puis là, on arrive maintenant, à chaque fois qu'on tire sur des cordes de comme comment vivre de façon plus saine, on atterrit à le paquet de nœuds de la vie de clan. Il faut cohabiter avec d'autres gens. C'est la seule. C'est comme la source profonde du truc, là, du problème. Chaque problème qu'on croise ou presque. Puis en fait, tu me fais réaliser, notre prémisse avec VAS, c'est ça commence à la maison. Fait que de se dire, on va reprendre notre pouvoir d'action, puis on commence par chez nous, en fait. Puis on peut agir sans avoir l'aspiration de changer la société. T'sais. Puis moi, je me définissais pas du tout comme une activiste. Je me disais, il y a des gens qui s'impliquent pour changer les structures sociales. Mais moi, je me disais, je vais changer la société par changeant ce que je fais à la maison. Puis si on est de plus en plus à le faire, il y a un mouvement qui se crée sans que j'aie à attaquer des institutions comme l'école ou la médecine ou whatever. Mais ça, c'est un des trucs qui vient de Mike Lanza, qui m'a vraiment beaucoup fait réfléchir dans l'épisode avec lui. Il a dit, moi, avant, j'étais de la mentalité de vivre et laisser vivre. Fait que lui, sa quête, c'était, il y a eu des enfants, il a su que le jeu libre était en disparition, puis ça allait avoir des conséquences terribles sur la santé physique et mentale des enfants. Fait qu'il s'est dit, comme père, je vais essayer de recréer une dynamique de jeu libre dans mon quartier, à commencer par comment je design ma maison pour favoriser des opportunités de jeu. Bref. Mais lui, sa prémisse, il dit, avant, moi, ma vision du monde, c'est vivre et laisser vivre, tu sais. Je faisais mes petites affaires. De l'individualisme, là. Le nombre de fois que mon père me dit ça, tu sais. Il dit, je fais mes petites affaires, mes petits voisins, on les dérange pas, on se dérange pas, tu sais. Puis il dit, mais pour créer un mouvement de jeu libre dans le quartier, pour que mes enfants puissent jouer, il faut qu'il y ait d'autres enfants avec qui jouer. Fait que la vie des autres impacte la vie de mes enfants. Fait qu'il a dit, ce mantra-là ne fonctionnait plus, puis je devais délibérément, tu sais, il assumait la quête de dire, il faut que je crée un mouvement social, il faut que je trouve la façon de ramener beaucoup de familles dehors, pas juste quelques individus, parce que l'enfant, s'il a le choix entre rester en dedans sur les jeux vidéo, puis de sortir dehors, puis qu'il y a à peine de gens où il n'y a personne, ça fonctionne pas. Fait qu'il faut créer... J'ai mal décrit dans l'épisode le network effect. C'est pas juste d'amener des gens dehors, c'est qu'il faut l'effet de réseau, c'est aussi, il faut que la majorité des gens soient dans le même beat, en fait. C'est ça, un mouvement aussi, tu sais. Il faut pas juste quelques individus, il faut que ça devienne le mouvement principal. C'est ça qui fait que les médias sociaux ont fonctionné. C'est quand on se crée Facebook, on veut interagir avec du monde, fait qu'on invitait nos amis à embarquer avec nous, puis la plateforme a grandi sans que Facebook ait à dépenser énormément pour recruter les gens, parce que vu qu'on veut appartenir à un groupe, on recrutait nous-mêmes nos amis. Il y a juste plus ça qui se fait naturellement dans les groupes d'enfants pour du jeu libre extérieur de nos jours. En tout cas, bref, j'ai réalisé que le mantra « vivre et laisser vivre », c'était aussi le mien. Puis ça faisait que comme entrepreneur, j'assumais pas pleinement ma mission de vie. Je me disais, si ton mantra c'est « vivre et laisser vivre », je me disais, comment je suis donc bien arrogante de penser que je peux créer un changement social ou améliorer la vie des autres. Est-ce que c'est mal de changer la vie des autres? Oui. Puis j'étais dans une impasse, tu sais, complète. Ça faisait des années que je dédiais ma vie à l'entrepreneuriat social, l'innovation sociale, puis ça sous-entend qu'il y a une transformation. Mais d'insinuer qu'il y aurait une transformation qui impliquerait de déstabiliser la vie des autres, c'était vu comme arrogant ou genre de quoi tu te mêles.
J'étais complètement... En tout cas. Mais ça prend du temps avant qu'on commence à parler de problèmes, là. Que ça soit... Comme là, on parle de problèmes par rapport à l'individualisme. Ouais. Mais, tu sais, on a aussi fait du contenu à propos des souliers conventionnels qui amènent plein de problèmes au niveau de la posture et de la santé des pieds, à propos des couches. Il y a plein de sujets qu'on a abordés à travers les années, mais initialement, on n'osait pas parler de problèmes, sincèrement, parce qu'encore là, tu sais, vivre et laisser vivre, ben, si tu parles d'un problème, d'un objet problématique, disons, puis il y a une personne qui utilise cet objet-là et comme, ben, laisse-moi vivre, tu sais. Tu me fais sentir mal. Laisse-moi vivre. C'est comme, ben, il faut parler du problème. Tu sais, comme, il faut parler du problème. Tu sais, si on veut amener un changement de société, mais ça prend du temps avant de l'accepter, justement, parce qu'on veut vivre et laisser vivre. Là. C'est comme le mantra, mais ça marche plus, tu sais. Ça marche plus, ce mantra-là. On peut plus. On est tous chroniquement affectés par cette mentalité-là, tu sais. Oui. Fait que c'est fou, hein, de dire que dans la dernière année, ça nous a amené à dénouer des choses vraiment profondes dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie d'entrepreneur, puis dans notre relation, oui, à notre cercle d'honneur, à nos amis, mais aussi à notre relation avec le reste de la société, de trouver notre place un peu dans cette société-là. Puis c'est spécial parce qu'on n'avait jamais vraiment cette attention-là, mais c'est devenu comme évident qu'il fallait qu'on rencontre l'audience de Vivace en personne. Puis pour moi, ça aussi, c'était terrifiant parce que je voulais pas être vue puis je me voyais pas comme quelqu'un de sociable. Social, je me voyais pas porter la charge d'événements. C'était vraiment anxiogène pour moi, mais encore une fois, la vie me faisait sentir que c'était nécessaire. Puis toi, t'étais, je pense, moins intimidée. Moins intimidée, mais c'est quand même pas c'est quand même pas une branche qui nous énergise, mettons, l'événementiel. Si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Comme d'organiser des événements en personne. C'est pas notre terrain de jeu préféré, mettons. Pour certaines personnes, ça l'est. Mais exactement. On aime le résultat, on aime être à l'encontre des gens. Mais c'est beaucoup de travail derrière. Ouais. Puis il reste que la vision principale de Vivace, c'était comme d'être une plateforme de partage de savoir en ligne. Mais là, on réalisait qu'il fallait aussi créer des relations dans le réel, puis que le partage de savoir se fait aussi par le réel, en fait. Fait que, tu sais, c'était cohérent, mais c'est ça. On a chacun nos forces, puis on se sent plus à l'aise dans la création multimédia. Fait que c'était intimidant. On peut pas être autonome et être bon dans tout. Puis, fait que c'était un peu en stand-by de dire, je pense que ça serait important de le faire. Puis, c'est devenu une possibilité à partir du moment où il y a quelqu'un dans le clan qui a dit, hey, il me semble que ça serait le fun de se rencontrer. J'aime ça organiser ce genre d'affaires-là. Puis, qui nous a aidés. Salut, Jessie. Fait que si vous étiez là au ralliement en personne, sachez que l'étincelle venait aussi de Jessie qui a dit comme, hey, je pourrais vous aider. Puis, tu sais, il y avait Laurence à cette époque-là aussi. Mais là, il y a une partie de moi qui se dit comme, hey, est-ce que je mérite de l'aide aussi? Est-ce que je vais être capable de faire ça avec d'autres personnes? Puis elle était excessivement généreuse, puis elle était aussi hyper proactive, fait que ça m'a permis d'avoir de l'aide sans sortir trop de ma zone de confort en demander. Puis c'est même elle qui m'a fait catcher que je planifiais l'événement comme si j'allais assumer toutes les tâches et les rôles. Et elle m'a dit, Marc-Claude, il faut que tu apprennes à déléguer. Puis j'ai demandé de l'aide à d'autres amis. Puis il y a des gens qui ont choisi puis qui ont été hyper généreux. Puis ça, pour moi, c'était beaucoup d'accueillir. C'était exigeant parce que j'ai réalisé que je ne savais pas accueillir la générosité. Les autres, il fallait que je travaille ça. Toi, qu'est-ce que tu sens que tu as retenu ou obtenu ou ressenti par rapport au ralliement personne? Ben moi, je pense que ça a guéri un peu ma relation avec les réseaux sociaux aussi parce que c'est comme si la finalité, là, c'était pas des vues sur les réseaux sociaux, c'était pas des likes, c'était pas des messages privés. C'était comme, il y a une étape après, puis c'est se rencontrer en personne. Fait que, tu sais, les réseaux sociaux donnent un outil vraiment puissant pour trouver des gens comme nous, puis les rencontrer en vrai, ou comme leur permettre de se rencontrer en vrai, puis ça a amené à d'autres choses avec Vivace, d'autres projets qu'on a créés. Mais tu sais, ça a comme, parce qu'on a tendance à dire, maintenant, les réseaux sociaux, c'est mal, en fait. Mais c'est pas mal, en fait. C'est l'outil le plus puissant créé par l'humanité pour connecter avec des gens qu'on connaît pas. C'était pas possible avant, tu sais. Fait que, d'après ça, rassembler tous ces gens-là qui, probablement, se connaissaient pas, mais qui partageaient une culture familiale semblable. Puis là, de passer du temps en vrai ensemble, c'était comme mind-blowing, tu sais. Parce que
C'est ça. Parce que ces gens-là se connaissaient pas puis se sont rencontrés un peu grâce aux réseaux sociaux que nous, on a utilisé pour les rassembler. T'sais. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça beau, quand on était tous ensemble. Ouais. T'es encore ému. T'as encore les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui vient de toucher encore plus? Non, j'ai juste trouvé ça beau. C'est pas... C'est des larmes de joie. Ouais. L'autre jour, je pleurais de rire, puis Marc-Aurèle, il dit « Pourquoi tu pleures, maman? » Puis c'est lui qui me faisait pleurer de rire. En fait, il a fallu que j'y explique. Qu'on peut pleurer de joie. De joie. C'était cool. Ouais, c'est vrai. Oralement, personne, j'étais pas toute là parce que mon cerveau, en partie, avait la charge d'être sûr que tout le monde va voir, mais aussi parce que c'était beaucoup à recevoir, puis j'étais pas encore capable. Mais je me rappelle, l'événement a terminé, puis je me suis dit, il y avait trop de gens nice ici. J'ai pas pu m'asseoir puis parler aussi longuement. C'est ça que j'aime, moi, les longues discussions. Puis on s'est dit, à un moment donné, ça va arriver, il va y avoir un autre événement, puis le concept va être différent. On va avoir plusieurs jours pour se poser, puis jaser, puis créer du lien de cette façon-là. Parce qu'initialement, le ralliement, c'était supposé être juste un chilling, genre un après-midi. On avait loué une salle à côté de chez nous, puis ça contenait 25 personnes. Dans ma tête, j'étais comme, ah, good, qui de plus va venir? On vaut pas plus que ça. Puis là, à un mois de l'événement, on approchait le 100 personnes. Ouais. Il y a Vanessa, ben je vais l'en nommer parce qu'elle a fait le portrait clair, qui est venue de Nouvelle-Écosse. Elle m'avait dit plutôt, genre, si vous faites un événement en personne, je vais essayer d'être là. Mais j'avais écrit pour lui dire, hey, on fait un événement en personne, mais tu sais, c'est une petite affaire, fait que je comprends pas. Je comprends si tu te déplaces pas, tu sais, c'est pas correct. Puis elle est venue, genre, puis un des plus beaux compliments qu'on a reçus, c'est, hey, ça valait le 12 heures de char. C'est 3 garçons. C'est fou. Tu sais. Puis j'étais comme, oh my God. Fait que c'est ça, c'est supposé être une petite affaire qui est devenue une un peu plus grosse affaire. Mais ça m'a permis de mettre comme de rencontrer avec des personnes qui étaient dans notre audience depuis longtemps. C'est drôle parce que je parle pour moi parce que je m'occupe plus d'Instagram, mais je connais les gens souvent par leur Non Instagram. nom Instagram, tu sais. Fait que j'étais comme, je pouvais nommer les personnes, mais par leur nom Instagram, pas leur vrai nom. Fait que c'était quand même Puis, ouais, comme Laurence, en fait, dans mon téléphone, je pense que ça fait 3 ans qu'elle s'appelle Laurence Insta. Parce que je me mets des codes pour me rappeler d'où viennent les gens. C'était comme dans le temps, c'était la Laurence qu'on s'est échangé sur Instagram. Les messages, tu sais. Ouais, il faut me rappeler. Puis là, je pense le mois dernier. Mais c'est quoi maintenant? Je pense que c'est juste Laurence. Mais il a fallu que je rajoute quelque chose d'autre parce qu'en fait, le parent Marc-Aurèle s'appelle Laurent. Ouais. Puis je texte pas beaucoup, mais c'est des personnes qui souvent que leurs messages sont back-à-back, puis ça m'est arrivé de pas écrire la bonne affaire à la bonne personne. En tout cas, bref, mais ouais. Fait que le ralliement en personne, puis pas longtemps après ou avant, on lançait l'app. Juste après. L'application, toi, c'est quelque chose que tu as vécu, tu fais partie d'un groupe de personnes qui ont une vision du monde similaire, puis toi, tu appréciais vraiment cet espace-là privé où il n'y avait pas les pubs, puis les autres affaires non sollicitées. Il n'y a pas de... c'est ça, pas de pub, pas de... Ouais. Puis moi, je me disais, mon cerveau n'est pas capable de prendre un autre chat, d'ouvrir un autre onglet dans mon cerveau, puis qui va être ouvert à perpétuité, parce que si on crée un groupe, c'est qu'on veut le nourrir, puis on veut qu'il grandisse. C'est ça, c'est comme... Je sais pas si tu voyais ça, comme il va falloir que je crée beaucoup sur cette plateforme-là, une nouvelle plateforme. Alors que moi, pour l'avoir vécu ailleurs, je savais que ça allait amener les gens, en fait, à échanger entre eux. C'était comme pour permettre... Parce que nous, pendant des années, là, les gens nous contactaient, puis on a une relation individuelle avec des handles Instagram ou des gens, tu sais, sur les réseaux sociaux. Mais là, on était comme, il faudrait que ces gens-là se parlent, tu sais. Parce que là, c'était juste unidirectionnel tout le temps avec nous, tu sais. Il y a 2 personnes, des fois, il y a des gens qui étaient dans la même ville et qui se connaissaient pas, mais que nous, on savait que, ça pourrait fonctionner. Fait que là, une des premières étapes qu'on avait faites avant même la série de clans, pas longtemps après qu'on ait lancé le clan Vivace, c'est qu'on avait créé une cartographie pour que les gens puissent dire, moi, je suis dans telle ville. Puis je suis vivace. Comme on se jase dessus. Fait que les gens pouvaient se contacter par courriel de cette façon-là. Puis là, l'app, c'est un peu l'étape d'après, de dire comme, là, les gens peuvent même s'envoyer des messages privés sur une app sociale privée pour commencer un échange, une discussion s'ils veulent se rencontrer, tu sais. Puis là, des fois, tu as des gens qui vont publier, puis là, un post, par exemple, ils ont fait une activité vivace avec leur famille, puis là, il y a d'autres gens qui vont commenter, puis là, moi aussi, j'habite dans telle région, puis là, c'est beau à voir, puis ça ne nécessite pas nécessairement
énormément de temps de notre part. C'était vraiment en plus un espace pour permettre aux gens du clan de connecter entre eux, puis partager, de nourrir le sentiment de belonging, un peu d'appartenance. Tu sais. Appartenance. Mon cerveau vient de... Oui, parlant de ça, une des réalisations aussi, puis c'est vrai, ça faisait partie de mon speech de conclusion au ralliement en personne, que mon évolution aussi de ma perception de nous-mêmes puis de la gang de Vivace, c'est que, tu sais, on avance à contre-courant. On sent que vouloir vivre sainement de nos jours, c'est comme... C'est fucked up, mais on est à contre-courant. On se fait bâcher ou juste les gens sont indifférents. Puis initialement, c'était juste de se retrouver entre nous pour se sentir moins seul. Mm-hmm. Puis je me voyais beaucoup du regard de la société qui est qu'on est des outsiders. Mais le mot que j'ai mentionné dans le speech, c'est qu'on est des misfits. Puis il y a beaucoup de films américains où c'est la victoire des misfits contre les gens cool ou populaires. T'sais. Fait que souvent, on le voit dans le monde du sport. Hein, comme plein de... Les Mighty Ducks, mettons. L'équipe de hockey. Mais ça, c'est des underdogs, ouais, c'est vrai. Puis tu rassembles... Moi, je pense aux petits géants. Je sais pas si vous avez vu ce film-là quand vous étiez jeune. C'est des enfants qui jouent au football. Là. C'est une fille qui veut jouer au football, puis là, ils se raissent. Tu sais, comme des jeunes qui sont étiquetés comme des losers, là, en fait. Des bums des losers. Ouais. Ça. Que tu rapatries, là. Il y a une phase du film, c'est comme tu crées ton équipe, là. Puis là, contre toute attente, ces gens-là, passion du cœur, puis parce qu'ils travaillent en équipe, ils battent les meilleurs, tu sais. Fait que là, je me disais, j'avais l'impression que c'était ça, l'histoire, en fait, qu'on était des weirdos, dépareillés, puis qu'on essayait de s'arrimer. Mais de voir les gens en personne, puis le plus d'interactions on avait aussi en ligne, là, de découvrir les histoires des gens, moi, j'étais absolument époustouflée par la beauté, puis l'intelligence, puis la sensibilité des gens, puis c'était... Je veux dire, aux yeux de la société, c'est peut-être weird de vivre comme Vanessa, d'avoir construit sa propre maison dans le bois en Nouvelle-Écosse après avoir acheté un terrain en regardant Google Maps, puis de faire l'école maison avec ses 3 enfants. Moi, je trouve pas ça weird. Pas en tout, je trouve ça absolument fascinant, tu sais. Ouais. Puis inspirant. Puis si je me ramène à... Non, il y a une nature humaine. On est fait pour vivre avec d'autres. On est fait pour vivre en nature. On n'est pas fait pour s'asseoir des heures par jour dans une classe laide et mal aérée à juste répondre à des quiz. Si on se rappelle qu'il y a une nature humaine, puis que je me ramène à ça, puis que je me dis, c'est juste une question de temps avant que la société se rende là, la gang de Vivace en ce moment, c'est pas des misfits, c'est pas des underdogs, c'est des pionniers. Puis ça m'a fait du bien de changer l'étiquette que je m'attribue à moi-même. On n'est pas weird. On n'est pas weird. On est juste... Puis les autres qui sont weird. C'est comme, c'est là de pionnier. Pas pour dire comme, on n'est pas avant-gardiste. En fait, j'allais dire, on pourrait en rire puis dire on est arriéré. En fait, on veut retourner en arrière. Mais c'est juste de dire qu'on est dans les premiers à réintroduire des idées. Puis c'est normal dans tout mouvement social, initialement, qu'il y ait de la résistance. Mais éventuellement, ça va donner une évidence. Tout ce qu'on parle, c'est juste qu'on est... Puis déjà là, je commence à sentir un mouvement de quand on a commencé Vivace dans une couple d'années à maintenant, les idées évoluent, puis ça fait vraiment du bien. Fait que ça aussi, énergétiquement, ça l'a changé comment mon discours intérieur, puis ça l'a changé ma vision de ma place dans la société, en fait. Au lieu de me voir comme une recluse ou quelqu'un qui est un mouton noir ou qui est comme oppressé ou whatever, j'ai commencé à plus incarner le « Oh shit, on a des idées ». C'est pas tout le monde qui les voit. C'est vraiment tough de mettre en lumière des choses puis de dire à quelqu'un quelque chose qui cloche. Mais c'est le rôle qu'on peut porter. Ouais. Puis notre but, c'est pas de convaincre tout le monde, c'est plus de rassembler. Exact. C'est les gens qui veulent faire ça aussi, de rassembler les pionniers. Puis c'est ça. Toi, tu voyais l'application comme ça. Ouais. Ben, le clan même, tu sais. Les réseaux sociaux même, tu sais. Depuis la dernière année, il y a beaucoup de nos posts qui ont atteint un niveau qu'on va dire viral. Puis là, il y a plein de gens, quand ça arrive, il y a plein de gens qui sont pas d'accord. C'est impossible d'être... Dès qu'il y a un sujet qui a un peu de tension, c'est impossible que tout le monde soit d'accord. Fait que là, c'est de dire, peux-tu passer comme ma journée à essayer de convaincre quelqu'un sur Internet d'être d'accord avec moi ou je fais juste passer au prochain commentaire? Puis, c'est ça, rassembler... raisonner fort avec les gens qui sont d'accord avec moi pour créer un mouvement
sociétale, ça. Ouais, une onde de résonance. Puis je pense que d'avoir des clips viraux, ça a brisé la croyance dans notre tête aussi. Ça aussi, ça a contribué à briser la croyance qu'on était des underdogs, qu'on allait toujours œuvrer dans l'ombre, puis que certaines de nos idées atteindraient jamais le mainstream. Ouais. On allait toujours avoir comme 500 followers d'Instagram parce que les sujets qu'on aborde sont trop marginaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça l'a brisé. On a fait, oh non, il y a une façon de framer les choses. Puis ça voyage parce que ça résonne, puis parce qu'il y a des gens qui sont d'accord. C'était pas juste, les posts c'était difficile, mais c'était pas juste des commentaires négatifs. C'était souvent soit moitié-moitié ou positif. Beaucoup plus positif que. Tu sais, on se souvient plus des commentaires négatifs, mais dès que je regardais, statistiquement parlant, Ouais. t'avais genre 1000 likes pour un commentaire négatif. Tu sais, fait que le commentaire négatif, on s'en fout un peu. Fait que ça a vraiment changé notre perception de nous-mêmes puis de notre place dans notre industrie ou la société at large. Puis je pense qu'il a commencé à avoir plus de mon côté, en tout cas, tu sais, une réelle fierté pour mes efforts versus genre de la gêne ou de la honte ou vraiment la honte de comme, c'est fou la voix qui m'habitait de t'es qui toi pour vouloir changer quoi que ce soit. Comme, soit t'es qui toi ou il n'y en a pas de problème. Là, ça, c'est une voix qui me fait aussi. Là. Il n'y en a pas de problème. En tout cas, t'es beau. Fait quoi, il s'en est passé beaucoup d'affaires dans l'an. Je réalise qu'on ne va pas couvrir tout, mais c'était une année, c'est ça, on a testé beaucoup d'affaires, autant dans la vie personnelle que professionnelle. Puis comme dans tout cheminement, il y a une phase initiale de grands enthousiasmes où on a beaucoup d'énergie puis on est capable de déployer beaucoup d'efforts, en fait. Puis nécessairement, on atteint la phase qu'on appelle maintenant, nous, le messy middle. C'est un entrepreneur qui a parlé sur Internet où, même dans l'acte créatif, il y a une phase où l'intensité est trop grande, où c'est trop le chaos. Tu sais, on a déconstruit des choses, puis on essaie d'agir autrement, puis c'est trop chaotique, puis ça devient un peu difficile ou insoutenable ou interminable. C'est comme au milieu du projet, là, quand tu as soufflé un peu ton énergie de « je crée quelque chose de nouveau ». Ah, c'est ça. Puis t'es pas assez proche de comme j'ai fini. Ouais. Comme c'est ça un peu le messy middle. Je sais pas comment on pourrait le traduire en français, là, mais le milieu poche. Là. Ouais. Puis c'est le cycle de tellement d'affaires. Tu sais, même à l'échelle de 24 heures, des fois, dans l'après-midi, c'est le creux un peu où on renaît un peu pour l'autre morceau de la journée. Comme ces fractales-là, c'est ça dans plein de patterns. Puis c'est une relation, au début, c'est comme wouhou, le moment t'es comme ah. Fait qu'on a travaillé pendant l'hiver, on essaie de mettre des choses en place, de s'engager pour on avait une certaine stabilité, un certain beat. Puis là, l'été est arrivé, puis il y a plein d'affaires qui se sont comme pas volatilisées, mais comme tout ce rythme-là a changé. Puis encore une fois, c'était là qu'on est fragmenté, qu'on est désynchronisé. Là, c'était, mettons, nous, on part en vacances pendant un bout de temps. Les autres partent en vacances pendant un bout de temps. Il y a des projets qui s'ajoutent, les horaires de travail changent. Un déménage, un rénove sa maison. Plus de routine du tout. Là. Puis ça devenait vraiment compliqué se retrouver. La stabilité qu'on avait vécue était plus là. Puis on dirait que ça me cassait. Là. J'étais comme désorientée. On voyait moins nos amis. Le sentiment qui m'habitait avant, que j'éprouvais de moins en moins souvent d'être tout seul dans ma maison. C'est ce qui a mené à la vie de clan. Ouais. Ça revenait, puis j'étais comme, oh fuck, c'est pas fini. C'est loin d'être fini, ouais. C'est loin d'être fini. Puis c'est dans ces moments-là aussi que ça nous expose tous ces patterns-là qu'on énonçait plus tôt, de voir notre capacité à demander de l'aide ou à recevoir de l'aide. J'ai essayé, moi aussi, même des fois, ça me faisait sentir vulnérable, mais d'insister à offrir de l'aide, même si j'avais peur que la personne me dise non, j'ai pas besoin de toi, parce que j'ai commencé à voir quand les gens ont de la misère à demander de l'aide, en fait. Quand c'est un mécanisme de défense. C'est ça. Fait que de sortir de ma zone de confort relationnel en faisant des petits gestes comme ça, tu sais. Mais reste que c'était pas la seule idée. J'ai écrit le mot comme chaos, là. Puis, c'est là où il s'est aussi passé des choses qu'on n'aurait absolument pas pu prévoir, puis que symboliquement, c'était assez fou dans ma vie.
on pourra parler de... J'allais dire, j'ai l'impression que ça ajustera pas à moi, mais c'est quand même assez... En l'espace d'à peu près 1 mois, 4 ou 5 semaines, la ferme de mon parrain a brûlé. C'est la terre où ma mère a grandi. Fait que mon parrain a repris la ferme familiale sur laquelle ma grand-mère et tous ses frères et sœurs ont grandi. Moi, je passais... C'est à Kamouraska. On allait là chaque année. Plusieurs fois par année. J'ai déjà passé comme 6 semaines entières là. Je voulais que mon parrain et ma marraine m'adoptent. Je vais vivre là. Tu sais, fait que ce lieu-là, comme... est associé à beaucoup, beaucoup de beauté puis de beaux souvenirs. Puis la ferme a brûlé, puis si je me rappelle bien comment ma cousine me l'a expliqué, je pense qu'en 1 demi-heure, il n'y avait plus rien. Mm-hmm. Puis, de ce que j'entends, c'est que tu l'as nommé au début de l'épisode, les événements difficiles nous rappellent aussi toute la beauté de l'entraide puis de la solidarité, parce qu'elle dit en l'espace de peu de temps, tu sais, la boucane était vue de très loin. Les gens accouraient pour aider. Les fermiers, proches d'un tracteur. Mes cousins, mes cousines, il y en a qui s'occupaient de la bouffe, il y en a qui apportaient de l'eau, il y en a qui s'occupaient des animaux. Puis je pense qu'il y avait quelque chose de... Ça doit aider à faire le deuil quand tu vois l'événement réel, mais que tu te sens aussi soutenu rapidement. Puis, il faudrait que j'envoie le temps même, mais le mois suivant, avec les restants de la tempête, Debbie qui a frappé la côte Est, ça, j'en ai parlé des médias sociaux, fait que vous êtes peut-être déjà au courant, il y a peut-être des gens qui sont moins connectés qui ne savent pas, mais il y a eu des inondations comme partout au Québec. On s'attendait juste pas à ce qu'il y en ait comme à Laval, en plein milieu de l'île, où nos parents sont... Tout le monde est à Laval. Les miens ont été affectés. Heureusement, pas les tiens. Mais il y a eu genre... Les égouts de la ville n'ont juste pas été capables de prendre la quantité de pluie. La maison de mes parents, où moi j'ai grandi, ils n'ont jamais déménagé, a eu 5 pieds d'eau. Tous les objets, le coffre-fort, le congélateur, tout a été soulevé. Puis quand l'eau est repartie, ben tout est mouillé. Chaque petit casier. Imaginez un établi là, où tu as des petits casiers pour tes petites vis. Là. Chaque petit casier est rempli d'eau. Ouais. Tes vêtements sont tellement imbibés d'eau, sont tellement lourds que tu peux même pas les sortir. Ta laveuse sécheuse ne fonctionne plus. Les planchers flottants ont flotté. ont flotté. Si vous posez la question. Tout ça. Mais aussi mon oncle qui habite en face, qui lui a repris la maison de mes grands-parents, a aussi été inondé. Ça a été moins pire, mais reste qu'il fallait lui aussi qu'il enlève les planchers puis les murs. Puis finalement, on l'a fait. On a eu le mandat de le faire. Puis là où j'ai été reconnaissante d'avoir été là, ça c'est drôle parce que ma cousine me parlait de cet événement-là qu'elle a vu avec le feu. Puis je suis comme, oh my God, c'est ça. Puis après, je me retrouve dans, OK, nous aussi, on vit une catastrophe naturelle qui nous amène à prendre action ensemble. Puis j'en viens vraiment à croire, puis là, ça nous ramène au mouvement parce qu'on n'a pas beaucoup fait le mouvement jusqu'à maintenant, mais je pense que c'est encore une grosse partie de la souffrance moderne, c'est qu'on est désincarné, on n'agit plus dans le monde réel, parce que si on reste juste dans un monde virtuel. Mais l'acte de prendre action physiquement, de dépenser de l'énergie entouré de personnes qu'on aime pour un but ultra simple qui est genre, on vide le sol, c'est comme, il faut garder l'environnement, ça, on vide le sol. Puis il n'y a plus rien d'important à ce moment-là, ça évacue tout. Puis ça te permet de canaliser tes émotions puis de vivre ton œil sur des choses difficiles que dans notre imaginaire semblent peut-être complètement dévastatrices, tu sais. Mais de le vivre, j'ai l'impression que la vie a mis en place des mécanismes que par l'action, on traverse nos émotions. Puis on vit en fait des émotions puis il y a des choses qui émergent. Fait qu'il y avait beaucoup de tristesse, de fatigue, de découragement, tu sais, surtout pour mes parents. Mais l'eau a aussi la symbolique de nettoyer, tu sais. D'enlever le super. D'enlever le super. Puis ça, c'est devenu évident. Fait que de désencombrer avec mes parents, on dirait que j'ai pu aussi me remémorer des choses puis laisser aller les objets, tu sais, de remercier les objets de... Tu sais, moi, on a trié la collection de VHS qui était mouillée, de dire bye-bye, film que j'ai écouté quand j'étais enfant puis de les laisser aller, tu sais.
Mon père nous Papa et Roi Lion 2. Mon père, ma mère, on prenait des photos, mes sœurs sont ailleurs, mon frère. On prenait des photos des affaires, on demandait à mes frères et sœurs, veux-tu garder ça? Oui, non. Puis là, mes parents qui sont comme, gardez-vous les Nintendo. Puis là, je suis comme, oui, tu sais. Fait que toute cette réflexion-là de est-ce que je laisse aller ou je garde, est-ce qu'on répare, est-ce qu'on. Ça aide comme à faire le deuil. Mais ça puis, fait que ça, c'est bénéfique. De sentir que tu es utile puis que quelqu'un d'autre fait du bien aussi. De sentir que tu peux être là pour quelqu'un d'autre dans un moment difficile. Fait du bien. Mais aussi le constat que même si l'humain est matérialiste puis aime ses objets, puis que c'est terrifiant l'idée de perdre ce qu'on possède, quand ça l'arrive, puis je pense que c'est juste en le vivant qu'on le catch, on réalise que même si les objets sont plus là, les souvenirs restent. Fait que même si le sous-sol, la moitié de la maison de mon enfance n'existe plus, telle que je la connais, parce que mes parents, eux, doivent tout enlever. Là. Tout a été enlevé là. Toute la salle de bain, toutes les murs, toutes les 2 parquets, il n'y a rien qui a été gardé. Finalement, le foyer a été enlevé. Le foyer que je me remémorais de nos Noëls avec le sapin, puis tout existe. Et puis là, c'est du béton. Tout est enlevé. Mon enfance est encore là. Tout ce que j'ai vécu m'habite encore. Puis c'est ça, la morale de tellement de films qui éteignent, c'est que l'amour est... Quand tu t'es dépossédé de tout, l'amour reste. Là. C'est absolument ça. Puis, fait qu'il y avait quelque chose de absolument libérateur, en fait. Puis vraiment beau. Puis de démolir aussi, contribuer à démolir le sous-sol de mes grands-parents, qui était dans le même style avec le vieux bord des années 70, où on a tellement joué enfant. Encore une fois, un foyer où je me rappelle encore, le sapin de Noël était tout le temps au même endroit, puis je me rappelle encore de la pile de cadeaux. Tu sais, comme tous ces souvenirs-là étaient dans cet espace-là, mais de contribuer à tout enlever, comme une couche à la fois, puis que ça me permet au fur et à mesure de laisser aller, de vivre mes émotions. Je suis ressortie de ça, puis j'ai fait « Ah, yes, ça me fait du bien », puis mon oncle, s'il quitte un jour, tu sais, il va vendre. L'idée que des gens arriveraient puis rénoveraient ce qui est complètement normal, puis qui démoliraient tout ce que j'ai connu, ça faisait un pincement. Mais là, j'ai été celle qui a tout démoli. Puis la maison que j'ai connue n'existe plus vraiment. Fait que c'est facile de laisser aller aussi en même temps, je trouve. Puis ce qui est inattendu là-dedans, puis c'est ça l'affaire. Ça implique la vie des autres. Fait que je vais donner juste assez de détails. Mais j'avais déjà offert à mes parents s'ils voulaient vivre en multigénérationnel, puis parce que super bien où aller, c'était pas du tout une option qui intéressait ma mère, particulièrement, puis mes sœurs sont loin, fait qu'elle restait le point central à Laval. Puis c'est comme si là, parce que c'est fort probable qu'il y ait encore des inondations à Laval. Les voisins de mes parents, il y en a beaucoup qui sont comme malheureusement quelqu'un qui a été inondé 2 fois dans la même année. Ouais, les égouts sont pas capables de suivre la construction des condos. Ouais. En fait, de ça comme ça. Fait que si mes parents, vous m'écoutez en ce moment, sachez que je dis ça, mais ça vous engage en rien, vous pouvez changer d'idée, mais ce qui est fascinant, c'est que j'essayais de faire mon deuil, que je vivrais jamais si proche géographiquement de mes parents, puis que ma Corette pourrait pas juste traverser la rue puis aller voir ses grands-parents, tu sais. J'essayais de faire mon deuil de ça, puis ça me semblait vraiment étrange. Puis dans la dernière année, juste ma tristesse d'être loin de mes sœurs, mes frères et sœurs, c'était vraiment, vraiment difficile. Fait que j'essayais de faire le deuil de ça, puis j'étais pas vraiment capable, en fait. Fait que je me disais, cette vie de communauté-là, ce désir-là qui grandit de vivre avec d'autres personnes, c'est pour ça qu'on misait autant sur nos amitiés ou sur Viva, c'est parce qu'on se disait, ça sera pas nécessairement avec nos familles, tu sais. Fait encore une fois, parce qu'on a des modes de vie différents. Puis là, l'idée qu'ils gèrent des inondations souvent alors qu'ils veulent juste être à la retraite puis profiter de la vie. Mon père, le premier soir, a lâché en joke, on est aussi bien de s'en aller. Puis là, sur la rue, il y a un monsieur de la génération de mon grand-père qui, lui, en l'espace de 2 jours, il avait vendu sa maison puis il a acheté autre chose parce que... Puis il a même vendu sa maison avec le sol pas fait. Puis c'est ce que la famille voulait, une famille de 4 enfants. Fait que là, genre, tout ça combiné, ça a fait jamais... En tout cas, je sais pas si on rendu où, mais la possibilité peut-être qu'il déménage puis en se rapprochant de nous est revenu sur la table. Ce que je m'attendais pas du tout. Puis
mon oncle, lui, à sa retraite, il planifiait déjà quitter puis aller en mini-maison. En Estrie, parce qu'il est là, certes, on vient de Asbestos, Saint-Georges-de-Windsor, pour ceux qui connaissent. Puis lui aussi, ça devance possiblement ses plans. C'est comme fuck it, fait que je peux l'avoir tel quel, même pas rénover, parce que l'autre personne va vouloir mettre ça à son goût anyway. Fait que là, soudainement, il commence à avoir plusieurs morceaux qui nourrit le rêve peut-être d'une terre familiale, que mon frère porte aussi. Puis mon grand-oncle, qui a 86 ans, Johnny, que vous avez peut-être vu en stories parce qu'il marche 2 heures par jour, puis c'est mon idole. Elle dit à mes parents, si vous quittez, j'embarque avec vous. Parce que lui, il est italien, mon père aussi, puis il a toujours eu la vision italienne de vivre ensemble, en famille. Fait que tout ça est arrivé dans les dernières semaines. Puis ça a ravivé aussi une vision qui nous habite depuis vraiment longtemps, je pense, toi puis moi. Puis que ça non plus, on ne l'assumait pas totalement. Parce que les gens qui écoutent le podcast de Renard, en background, je pense que si on zoome, il y a des tableaux avec des mood boards. Là. Puis un des mood boards, c'est la maison Renard. Je pense qu'on l'appelait la maison Renard. Non, à l'époque, maison Renard. Puis c'est justement mon patchwork d'une maison écologique entourée de nature, de jardin, avec des espaces de jeux libres pour les enfants. Plein de design actifs. Plein de design actifs. Ouais. Puis c'était comme là. Mais je l'assumais pas du tout. C'était comme absolument lointain. Puis j'avais pas confiance en moi. Fait que je me disais, c'est pas moi qui va pour ça. Je sais pas à quel point c'est réaliste. Mais c'est toi qui as commencé à de plus en plus dire cet été, genre, c'est pas juste qu'on veut vivre avec d'autres personnes. Fait que parce qu'une option, c'est d'avoir des colocs. C'est de. Il y a des façons à court terme, mais je pense que c'est plus toi qui as commencé à énoncer. Non, on va avoir une terre à un moment donné, puis ça va être. On va avoir des espaces pour vivaces, des studios de tournage, puis d'autres affaires reliées à notre domaine. Puis vu qu'on aime travailler avec nos amis, il va y avoir aussi plus de nos amis, puis pour faire des projets, puis créer comme on aime. Tu sais. Ben, ça vient beaucoup de l'épisode avec Benoît de Diago, que eux, avec Marie-France, sa future épouse, ben, c'est marrant. On visitait plein de communautés aux États-Unis, puis à différents endroits dans le monde pour voir qu'est-ce qui faisait qu'une éco-communauté, on pourrait dire, fonctionne ou fonctionne pas. Puis la chose qu'ils ont réalisé, c'est que ça prenait un projet commun, tu sais, qui n'est pas créer une communauté, qui n'est pas créer une éco-communauté, ça prend quelque chose de plus grand que ça. La communauté devient un outil pour matérialiser cette autre chose de mission globale plus grande, tu sais. Fait que lui, la façon que Benoît voyait ça, c'était plus une business, tu sais. Est-ce que, c'est ça, mettons, du maraîchage, c'est faire des légumes, les vendre, puis essayer de faire une business avec ça, qui est une possibilité. Mais là, nous, on s'est dit, ben, tu sais, nous, on adore travailler sur Vivace, on adore faire ce qu'on fait. Fait qu'on s'est comme dit, ben, dans le fond, ça pourrait être ça, en fait. T'sais, le but, c'est pas de créer une éco-communauté, mais si on pense à avoir une terre commune pour cohabiter avec plein de gens qui contribuent, collaborent à Vivace, là, c'est comme, wow. Là, ça devient épique, là, que l'espèce de mission commune, c'est Vivace. Ben, en fait, c'est la mission de Vivace. Fait que pas nous. C'est pas Vivace, la mission commune, c'est de ramener. Ben, c'est la mission de Vivace. Ouais. Pourquoi Vivace existe, en tout cas. Que c'est ça, l'espèce de mission commune. Puis, tu sais, c'était bizarre de réaliser que c'était tout le temps là, dans notre imaginaire, qu'on l'a matérialisé sur un mood board, qu'on a imprimé, qu'on a mis sur notre mur. Puis, des années plus tard, ça prenait énormément d'expérimentation puis une série d'événements pour être face à ça puis dire non, je pense qu'un jour, ça va exister. Je pense qu'il faut comme honorer l'image qui nous habite. Puis dire que si on a cette vision-là, c'est parce que si on s'y dédie, ça peut exister. Même si finalement, c'est super complexe. Au lieu de me dire, c'est trop complexe pour moi, c'est trop complexe dans l'absolu où moi, je ne serais pas capable de pull-off, de me remettre dans une perspective d'expérimentation, puis d'apprentissage, puis d'innovation, puis de me dire, c'est compliqué, mais il y a toujours des solutions. Puis aussi, avec les inondations puis le feu, de dire,
Puis si j'agis de manière délibérée, puis je fais plein d'actions, la vie aussi va m'aider, puis va nous amener sur des chemins des fois qui sont vraiment difficiles, mais qui au final me rapprochent ou m'apportent des choses que je peux pas anticiper aussi. Fait que je pense que ça nous a remis dans une posture de... Hey, je pense qu'il faut qu'on prenne le leadership de cette chose-là. Même si c'est pas une étiquette qu'on s'attribue en général. Tu sais, comme... comme des leaders. Des leaders. Mais de dire, oh, OK, c'est inconfortable, mais je pense qu'il faut juste assumer qu'on va initier cette patente-là, puis que... Puis encore là, c'est ultra préliminaire. Ben oui. Puis on se briefait un matin, on disait, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on va jusque-là de cette réalisation qui est ultra fraîche? Puis de quoi d'autre on aurait parlé, sinon? C'est quoi la conclusion? Ouais, c'est ça. C'est quoi la conclusion? Mais je pense que ça vient de plein de choses qui se sont passées dans la dernière année. Puis aussi du travail qu'on a fait avec Laurence. Parce que là, on se disait, OK, c'est cool de faire des soirées avec des amis, mais on a quand même tous nos univers parallèles. Mais là, de vivre le quotidien avec des gens avec qui on essaie de matérialiser des choses. Si on se disait, mettons qu'on a une soirée avec Laurence, puis on parle de Vivace, c'est des choses qu'on va créer avec Vivace. Puis, fait que c'est pas juste c'est comme si toutes les choses, c'est plus des univers parallèles, tu sais, c'est comme ça devient un truc, tu sais, vraiment cohérent, tu sais. Puis là, c'est comme, wow, imagine à quel point ce serait fou. Ouais. Puis là, les enfants aident, puis là, tout le monde aide à faire ça. En tout cas. De ramener les humains qu'on aime dans le même espace-temps. C'est fou là, de penser à quel point ça semble compliqué. Mais une autre chose qui... J'ai le mot comme espoir. L'espoir est venu cet été. Moi, c'est pas un... J'ai toujours une petite lumière en dedans de moi qui dit que les choses peuvent être meilleures puis peuvent être améliorées. Ouais. Mais pendant des années, je pense qu'il y a une grande noirceur qui m'habitait puis beaucoup de peur. Puis je trouvais que ça prenait le dessus vraiment souvent. Alors que Vince, c'est l'inverse. Il y a des peurs, mais il y a majoritairement beaucoup de soleil. Fait que tu riais de moi quand j'étais comme oh, j'ai découvert. C'est arrivé récemment. Ma Claude qui dit hey, ça me fait du bien quand j'ai de l'espoir. Quand j'ai confiance. Quand j'ai de la confiance. Ouais. Ou elle dit hey, je me sens comme. On sent bien, hein? Ouais, c'est arrivé une fois de comme hey, j'ai l'impression d'avoir les capacités de matérialiser les choses. Puis là, je la niaise en disant comme moi, on appelle ça avoir de la confiance. Tu vas voir, c'est vraiment le fun comme émotion, tu sais. Après 35 ans, tu sais. Puis il a fallu que j'entende les récits. Parce que il a fallu que j'entende les récits de d'autres personnes qui ont réussi à vivre une transformation, un changement, une guérison ou à amener un changement social. Il a fallu que j'entende ces récits-là pour que ça me sorte du discours de « Ah, la vie, c'est compliqué, on est condamné, on est damné. » Ce qui est une émotion qui habite beaucoup les générations en ce moment parce que effectivement, le portrait de comment va la biodiversité, la nature et les animaux, ça va pas bien. Puis c'est vrai que c'est oppressant, puis c'est difficile d'avoir espoir. Mais d'entendre de différents domaines des récits de victoire, ça m'a sorti de cette torpeur-là de genre, on est condamné. Puis ça me ramenait à mon pouvoir individuel de dire comme, m'en fous, je le verrai peut-être pas de mon vivant, mais la seule façon de vivre puis d'être bien, c'est de croire que sincèrement, le futur peut être meilleur puis que mes actions comptent. Puis je pense que j'avais vu une citation de Jane Goodall. Je connais pas énormément son travail. Je comprends qu'elle est juste vraiment vénérée dans son domaine puis elle a accompli des grandes choses, mais elle avait dit, elle constatait justement le fait comment les jeunes de nos jours sont dans le désespoir. Puis le désespoir, c'est la pensée que tu peux rien faire ou que si tu fais quelque chose, ça va rien changer. Puis elle parle beaucoup, c'est ça, du mot hope. Il faut ramener espoir parce que sinon, elle dit, on devient apathique et on passe même pas à l'action. On en finit par même plus essayer. C'est ça, puis là, le drame. Puis dans le... Ça aussi, j'en ai parlé. Fait que c'est top de dire comme... Peut-être des choses que vous savez déjà, mais j'en ai parlé dans les follettes, mais dans le creux du désespoir, comme au mois d'août, j'ai été 2 semaines inactive. J'étais pas capable. En boule.
coucher dans la chambre à écouter des choses pour apaiser mon esprit ou dans un peu le noir, essayer de tâtonner puis trouver des affaires qui m'apporteraient un peu d'apaisement. Puis ça, c'est un autre sujet. J'ai trouvé des réponses. En tout cas, c'est un gros sujet de discussion, mais j'ai eu des grosses réflexions sur l'importance de la guérison puis d'adresser certains traumas que j'avais. J'ai regardé des vidéos là-dessus, mais souvent, je pars en mode exploratoire puis j'écoute des choses qui font juste m'interpeller puis résonner. Puis j'ai mis la main sur un livre qui est dans notre bibliothèque depuis des années. Depuis 2017, en fait, parce que je l'ai acheté pendant la tournée. C'est le livre Tools for Grassroots Activists de Patagonia. Patagonia, dans le fond, redonne de l'argent à des activistes grassroots, c'est-à-dire pas nécessairement à des méga organisations, mais à des petits groupes, des acteurs, des fois même individuels, qui essaient d'adresser une problématique environnementale dans leur quotidien. Puis Patagonia dit c'est la meilleure façon d'amener un changement parce que les gens qui sont ancrés dans un lieu, qui connaissent intimement souvent les problématiques de ce lieu-là, connaissent d'autres personnes qui veulent soutenir ces efforts-là. Fait qu'au fil du temps, à chaque 2 ans, ils organisaient une conférence où ils ralliaient les meilleurs activistes pour donner des outils aux jeunes ou aux personnes, à la nouvelle génération d'activistes qui avaient des enjeux à adresser pour multiplier les chances d'avoir un changement social puis environnemental. Puis, encore une fois, je pense qu'une partie de moi avait rejeté ce livre-là parce que je ne me considérais pas comme une activiste. Puis j'avais un peu cette vision-là que c'est juste de faire des campagnes puis d'être bruyante, de pointer du doigt ce qui va mal. Puis je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui était terrifiée de ces forces-là contre lesquelles souvent l'activiste se bat. Genre Shell. Oui, c'est ça. Des grosses compagnies pétrolières, des compagnies immobilières, le gouvernement. Puis encore une fois, quand tu n'as pas d'espoir, c'est terrifiant d'écouter, de découvrir la force des entités et des institutions qui existent parce que ça, encore une fois, tu as l'impression que tu peux rien faire contre ces joueurs-là. Mais la prémisse du livre, c'est justement ça. C'est difficile, mais il y a des outils qui existent, puis c'est beaucoup inspiré du monde, en fait, de l'entreprise, de dire... Yvon Chouinard a dit comme l'entreprise, je voyais ça comme le mal, mais en fait, je réalise que ça peut amener des méthodes d'organisation, puis de communication, puis de mobilisation citoyenne vraiment importantes, puis il outillait des activistes à appliquer certains outils pour avoir des meilleures stratégies, des meilleurs plans de match, des meilleurs plans de communication pour gagner. Puis ça m'a tellement fait du bien d'entendre des gens qui disent, beaucoup de gens qui n'ont pas espoir, fait qu'ils agissent même pas, mais on gagne. On gagne pas toujours, mais on gagne, mais c'est possible. Puis pas juste c'est possible, mais voici exactement comment. Fait que le livre, c'est une compilation sur plein de thèmes, des meilleurs, tu sais, des conférences qu'il y a eu au fil des années avec des études de cas et tout. Fait que c'est intéressant pour moi, qui était dans le monde de la gestion, de enfin relier mes deux univers. Tu sais, encore plus de dire, wow, OK, ces outils-là que je connais déjà, mais encore mieux les appliquer à ma réalité. Fait qu'il y avait un côté pratico-pratique. Mais ce qui me fait du bien à l'âme, c'est de se rappeler que peu importe contre qui tu te bats, parce que c'est vraiment ça, David contre Goliath, ce monstre-là qui a l'air monumental devant toi, puis tu as l'air d'avoir aucune chance, il te montre sur le terrain comme où aller peser. Si tu pèses à la bonne place, la bonne façon, c'est ça du level, c'est comme les choses peuvent pivoter puis les choses peuvent changer. Des fois, ça prend vraiment beaucoup de temps, mais même des petits joueurs sont capables. Puis j'ai refermé le livre, puis j'étais genre totalement reconnaissante que cette chose-là existe. Puis ça l'a nourri en moi, c'est ça, ça l'a transformé mon imaginaire que, tu sais, on est des underdogs, on n'est rien, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas c'est pas ça. Puis ça m'a donné espoir, ça m'a fait réaliser le pouvoir qu'on a, même si on a pas on a comme tout, il y a toujours un chemin. Il y a toujours un chemin. Puis ouais, c'est vraiment ça, la citation dont ça depuis vraiment longtemps, en ce moment, c'est une citation de Rumi qui dit « As you start to walk on the way appears. » Quand tu commences à marcher sur le chemin apparaît. C'est ça, ouais, exactement. C'est sa vie de clan. C'est ça l'espoir aussi, de dire comme... Peut-être qu'un jour, on va écrire un livre pour aider les gens en disant que c'est possible, puis voici comment on l'a fait. Peut-être. C'est bon, à suivre. Merci, tout le monde, pour votre écoute. À la prochaine. À bientôt. À bientôt.
Merci d'avoir été avec nous cette semaine au Studio Vivace et merci à tous les membres du clan Vivace. Grâce à votre soutien, on peut offrir du contenu gratuit comme ça chaque semaine. Ça soutient la quête de Vivace et ça permet de faire rayonner, de pousser les idées encore plus loin. Les membres du clan Vivace ont aussi accès à du contenu exclusif. Chaque mois, on se rencontre pour un ralliement en direct et on échange sur des thèmes qui ont toujours rapport à comment se créer un mode de vie plus vivace. Le clan finance aussi le projet sur lequel on travaille en ce moment. On veut créer une application privée, un espace d'échange pour parler de pratiques alternatives, jugées alternatives, en dehors des médias sociaux conventionnels. Si ça te parle, va à vivace.maison/joindre le clan et abonne-toi. C'est 7 $ par mois, ça donne accès à plein d'autres bonus. Bref, on se voit dans le clan.